Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. Aujourd'hui, c'est une émission presque plus importante pour les gens qui nous écoutent que pour nous. Oui. Salut Messaya, comment tu vas? Ça va très bien, avec cette canicule, Ouais. un peu chaud. Alors aujourd'hui, on tourne, normalement, on approche tout doucement de la fin de cette canicule. On va avoir des bonnes températures, mais on n'aura plus les 38, 39. Ce qui est quand même sympa. Pourquoi je dis que c'est un gros numéro pour les gens qui nous écoutent? Parce que, c'est l'un des visages, j'ai même envie de te poser la question, c'est pas le visage de la génération NT1. Pour moi, c'est le visage de la génération NT1. On va parler de Jeffrey Nero Hardy. Ouais. Jeff Hardy, donc là, vraiment des gros noms de cette, pour les fans de catch, fin des années 2010, 2007, 2008. Ouais, c'est à partir de 2008, 2007. À Ouais. partir de 2007 jusqu'à 2011, 2012. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, on va le redire parce qu'on le redit tout le temps, le j'aime, le commentaire, la cloche et le Discord. Ouais, vous pouvez vous abonner sur le Discord où on fait ça discute pas mal, on a une bonne petite communauté et j'essaye ponctuellement de faire des watch-alongs pour vous présenter des matchs japonais. Ouais, et il y a une très bonne ambiance pendant ces watch-alongs. T'as vu sur le Discord, je profite, c'est rigolo, la personne qui nous a rejoint, c'est quelqu'un que j'avais harcelé au restaurant où je bosse pour qu'il s'abonne à la chaîne, il avait le t-shirt de Backlash. Oui, Backlash, je pense. Et en fait, on avait parlé comme ça et simplement pour rigoler, puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que la personne suivait nos podcasts, donc ça fait toujours plaisir. ouais, c'est clair. Voilà, donc écoutez, rien d'autre. Ah si, toujours un dernier petit truc, on est en train de préparer le FAQ, où on a déjà quelques questions, ils sont très sympas avec toi, mais ça y est, ils vont te creuser la tête. Hein. Oui, et Les gens, Thomas m'a demandé, je ne lis pas vos questions, moi, donc du coup, je les découvrirai quand on tournera Voilà, l'émission. sur les posts, n'hésitez pas à mettre un petit ton, si vous laissez un commentaire avec une question pour le FAQ, mettez entre parenthèses FAQ juste devant, comme ça tu lis pas. Ouais, Ça t'aura vraiment la surprise. Et on en a déjà 4-5 qui sont très sympas. Donc moi j'ai envie de dire, continuez à en mettre. Je sais pas quand on va le tourner, mais on a vraiment envie que dans les 10 numéros de cette 4e saison, il y ait vraiment un numéro pour vous, quoi, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de te poser plein de questions pertinentes. Yes. Je pensais qu'on allait avoir des questions sur quel était par exemple ton jeu vidéo préféré, mais non, je peux te dire que les mecs ils ont vraiment envie que tu te creuses la cervelle. Ok. Voilà. Tu feras quelques échauffements avant. Sinon, écoute, je pense qu'on peut y aller. On va essayer, ouais. On va essayer de lui rendre hommage parce que je l'ai beaucoup taclé durant nos précédentes Il y émissions. a même un rappel, un commentaire de quelqu'un qui nous a dit, je sais que vous aimez pas trop Jeff Hardy, j'espère que vous ferez une émission dessus. En fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je trouve que la génération NT1 et les nouveaux, on en fait beaucoup avec lui. Et qu'en fait, quand on fait une rétrospective de sa carrière, ce qu'on va faire, il y a des moments géniaux, il est quand même très très marquant, mais que en fait, il y a beaucoup de passages à vide par rapport à ses problèmes. Et qu'en fait, plusieurs fois où il aurait vraiment dû être au sommet, il l'a pas été. Et qu'en fait, on s'en souvient par rapport un peu La hype. La hype et sa longévité aussi fait que c'est un souvenir marquant. Il faut se dire l'année prochaine, on a 30 ans de carrière. Ben voilà. Il a commencé en Et 96. on vous conseille toutes et tous d'aller écouter notre émission sur Matardi. Oui, parce qu'on va essayer, alors on glissera bien sûr, excusez-moi les amis, on glissera bien sûr quelques mots sur les Hardy Boys, parce que tu peux pas faire une émission de... Mais pas rentrer dans les détails, parce qu'on a quand même beaucoup parlé dans l'émission sur Matardi, qui est l'une des... Ouais, on est au tout début de la chaîne. Hein. Ouais, on est quoi dans les premières émissions, même pas. Même pas, ouais. Donc, hésitez pas à aller voir. C'est vrai que si vous voulez plus d'approfondissement sur les Hardy Boys, il faudra plus partir vers cette émission-là. Mm. Voilà. Sinon, c'est tout. Et si tu veux, je peux commencer par sa jeunesse, même si j'ai pas trouvé grand-chose. Et je pense que je vais me répéter par rapport à Matt. Ouais. Du coup, donc Jeffrey Nero Hardy, donc ça va de là Nero, Brother Nero, bien sûr. est né le 31 août 77 à Cameron, en Caroline du Nord. Très tôt, il a perdu sa mère d'un cancer du cerveau. Il avait 9 ans. Donc, c'est ce qu'on dit au niveau de maths, parce que, forcément, c'est un événement très marquant pour son enfance. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il a tout de suite eu une passion précoce pour tout ce qui est sport extrême et catch. Oui. Motocross, sport de combat, athlétisme, football, skateboard. Sur les sports motorisés extrêmes, il y aura une grosse anecdote. Voilà. Avec son frère Matt, il crée très jeune une fédération de catch. La Omega. Et la TWF d'abord. Au début, oui, la trampoline wrestling. Fédération. Et puis sinon, à 16 ans, donc vous imaginez 16 ans, il commence déjà à faire jobber à la WWF. C'est ça. Et en plus, jobber par contre des peintres. Hein. Il a fait jobber face à du Scott Hall, face en Razorman, il y a du Bret Hart. Il affronte, je crois, vous me direz si je me trompe, mais il affronte Scott Hall sous un faux nom, où il se fait appeler Keith Davis. Oui. Et la semaine d'après, ou très rapidement après, il affronte le One Two Three Kid, et là en se faisant appeler Jeff Hardy. Yes. Et sinon, c'est plus ou moins ce que j'ai trouvé pour sa jeunesse, parce qu'en fait,
il est très vite propulsé dans le monde du catch, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, comme tu dis, peu après peu après ses étapes de jobber, lui et son frère, mais surtout lui, parce qu'en fait, comme il était tout petit, machin, ils ont été repérés. Entre temps, je l'avais dit dans la vidéo de Matardi, ils ont créé la Omega, justement, avec leur grand ami Shane Helms, Oui, The Hurricane. qui est vraiment un de leurs meilleurs amis. Il y a lui et Shannon Moore. Et, Ça, on les retrouvera au fur et à mesure. et en fait, ils ont commencé à créer leur fédération, mais derrière, ils ont été vite embauchés. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais. Parce que je me dis 16 ans, je me demande même s'il n'y a pas une anecdote comme quoi il avait menti sur son âge. Pour Si, pouvoir, bien sûr qu'il a menti, bien sûr. Parce bien sûr qu'à 16 ans, non, t'es pas normalement, tu peux considéré pas être là. adulte, ouais. Et il y a un truc, c'est que vous pouvez voir sur, et c'est après je te propose qu'on commence, vous pouvez tomber sur un Rob Van Dam, Jeff Hardy, ou Jeff Hardy, Job, à un moment de la première invasion de la ECW. Oui, en Où 97. là, ouais. Jeff Hardy, putain, c'est un gamin. Ouais. Il est en short blanc. Et que c'est fou que 4 ans après, les mecs sont tellement établis qu'ils ont leur personnage, leur charisme et tout ça durant l'invasion. Ah oui, c'est un truc de fou. C'est ça qui est dingo, en fait. Et puis avant l'invasion, ils sortent au début des années 2000, dans les années 2000, de quelques, je pense encore aujourd'hui, des plus grands matchs par équipe de l'histoire de la WWE. Oh oui. Parce que- Les plus grands matchs à stipulation par équipe de tous les temps. Ouais. Ça, c'est... Même tu comptes même en dehors WWE ou tu... Non, je compte pas en dehors de WWE. Ouais, moi j'ai parce que... englobé vraiment WWE. Moi, je parle que WWE parce que je l'avais déjà dit. Moi c'est pour ça que j'ai dit que WWE. Ils ont eu beaucoup, ils ont inspiré tellement de mecs, parce que normal, ils ont inspiré tout le match par équipe. Par exemple, là, si on fait un peu d'actu, le dernier SummerSlam, le six-man, à 6 équipes, là, en TLC, là, c'est un gros hommage, hein. Enfin, bien sûr. Voilà, c'est beaucoup s'inspire. Déjà ils font des SummerSlam, bonnes- hein. Ouais, voilà, ouais. On est en 2025, 25 ans après. Ouais, voilà, c'est ça. L'hommage est beau, hein. C'est un gros hommage. Et dans le circuit indépendant, surtout la Ring of Honor, on va dire leurs héritiers, que ce soit les Bucks, que ce soit Kevin Steen et Generico, les Briscoe Brothers, ils ont mis le palier au-dessus, je l'avais déjà dit, les Ladder Wars. Alors déjà, quand on regarde les anciens TLC WWE, on dit il faudrait plus les refaire aujourd'hui parce que les bums c'est plus possible, Non, les coups de hache, c'est plus machin. Et dites-vous que les Ladder Wars, c'est 3 fois pire. Ouais. Voilà, où les mecs, même comme ça s'appelle, l'anecdote là est géniale, même le booker de l'époque de la Ring of Honor, Gabe Sapolsky, qui est un des disciples de Polyman, avait dit je regrette d'avoir demandé Trop ce mec. violent. C'est trop. Donc ça tu parles à la Ring of Honor. Ouais. Et c'est avec les héritiers des... Ouais, avec les gens tu héritiers, parles. ouais, c'est ça. C'est vrai que ça allait loin leur match de l'échelle, même si c'était super. Alors ouais, aussi je vais te poser 2-3 petites questions avant que vraiment tu te lances dans la Vas-y. carrière. C'est un catcheur qui a souvent fait l'essuie-glace, WWE je pars, WWE je pars, WWE je pars, mais qui est jamais parti en mauvais termes. C'est pour ça qu'il a toujours pu revenir. Bah, en fait, J'ai jamais entendu bâcher la WWE dans des interviews. Si, ça lui est Si, arrivé. ça lui est arrivé quand même. Surtout de manière plus récente, on va dire, justement, de certaines périodes dans les années 2010, 2015, tout ça, il était beaucoup plus critique, mais aussi il était assez down au niveau de sa santé mentale par rapport à ses addictions. Et en fait, il partait pas en mauvais termes, mais normalement, il était à chaque fois censé partir pour se soigner. Oui. Qu'il se faisait virer ou qu'il partait de lui-même et il disait ou je me fais soigner ou on essaie de l'envoyer se faire soigner. Alors je pense que tu le diras, mais je sais que quand il se fait virer en 2002 ou 2003, c'est parce qu'il refuse de se faire soigner. Bien sûr. C'est pour ça qu'il c'est part. Et comme beaucoup d'autres ont déjà fait la blague, très souvent quand on dit on va se soigner ou qu'on refuse de se faire soigner, on se dit le mec peut-être il va quand même y réfléchir. Bah non, il finit à la TNA parce que la TNA acceptait les mecs même s'ils étaient dopés. CF Kurt Angle. CF Kurt Angle. Qui décide d'aller là-haut parce qu'il y a moins de contrôle par rapport aux médicaments, à la drogue. Et je vais te poser une dernière question aussi. Pourquoi on considère que c'est le visage de NT1? Parce que c'est le catcheur qui était champion du monde à l'époque-là et c'est le catcheur le flamboyant, le truc un peu dingue. En fait, ouais, c'est ça. C'est plusieurs critères. C'est que oui, il arrive à devenir enfin champion du monde durant cette période, alors qu'il avait déjà un fan following incroyable. C'est le meilleur vendeur. Ok, à l'époque-là. Ouais, je pense je crois que j'avais lu que sur plusieurs mois, même plusieurs semaines, il battait John Cena. Donc si aujourd'hui la WWE on était en 2008, Karrion Kross serait champion du monde. C'est pas le même contexte. Non, mais je parle dans les ventes. Dans les ventes, ouais. Dans les ventes, c'est un truc de fou. Voilà, donc Jeff Hardy, c'est les ventes, c'est le fan following gigantesque, comme tu dis, ultra flamboyant, ouais. Le mec qui a peur de rien. Puis l'underdog ultime. Et c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est l'underdog ultime, c'est que le mec, on souffre avec lui. Il y en a beaucoup qui ont réussi à reprendre ça, c'est qu'en fait, quand il se fait taper dessus, on est derrière tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Et qu'en fait, lui, comme il est complètement fou, ses comebacks dans ses matchs sont toujours exceptionnels. Il a réussi à créer des relations de rivalité contre pas mal de gens durant la génération 21 qui sont marquantes, que ce soit Randy Orton, Triple H, tu vas le dire. Edge. Ouais. Alors que de base, Edge, on dirait Edge Matardi, mais non. En fait, les grosses rivalités, c'est Edge Jeff Hardy. Et puis, et à la fin, vas-y. il met en avant CM Punk, comme jamais. Ouais.
Avant de partir. avant de partir. Et tu vois, je vais te dire un truc, peut-être c'est bizarre dans ce que je vais dire, alors défends pas mes propos, mais il a un physique entre guillemets de common main, finalement. Oui. Je parle pas dans l'attitude, non, dans les. Bah en fait, lui, il a des artifices par-dessus, mais tu parles de Mais niveau le physiquement, il est peut-être pas immense, et bah il est pas baraqué en fait. Bah non, mais encore une fois, lui, on en a parlé sur le Discord il y a pas longtemps quand on parlait de physique, de ce qu'on voit la première fois chez un catcheur. Jeff Hardy, déjà, il a mis les artifices, donc ça veut dire son style, ses cheveux colorés. Dans les récentes, les maquillages, au début, il les avait pas. Il était dans l'air du temps. Les Hardy Boys, on en avait déjà parlé aussi. La Team Extreme, ça touchait les skateurs du début des années 2000 et tout ça. Les brassards au bras, c'est un truc qu'il a toujours gardé et c'est mythique. En plus, ça se vend. Hein. Voilà, ouais, donc du coup, ça c'est génialissime. Et les tatouages et tout. Mais donc du coup, déjà, ça camoufle le fait qu'il a un physique un peu plus frêle. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Et en fait, les dingueries qu'il fait dans le ring, on fait pas attention à son physique. Ouais, c'est vrai. Parce que le mec est capable de prendre n'importe quoi. Donc, et charismatique, quoi. Charismatique. C'est en vrai, lui, je pense qu'il peut remercier des mecs comme Mick Foley. Ouais. Parce que c'est un peu un Mick Foley récent. Oui. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est un héritier de Mick Foley, Jeff Hardy. Dans les bumps, dans la façon de catcher. Et comme tu dis, dans le physique, ça veut dire que le mec est atypique dans ce qu'il représente, comme Mick Foley. Mais par contre, physiquement, c'est pas un athlète de ouf. Ouais. Voilà. Et le vrai héritier, j'ai envie de te dire, de Jeff Hardy actuellement, c'est Darby Allin. Oui, oui, clairement. Mais ils se sont affrontés, on en parlera un petit peu. J'aime beaucoup, je te l'ai déjà dit, et puis après, tu te lanceras dans le début. Je suis pas fan de l'AEW, mais Darby Allin, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Oui, mais pour toi, t'as du mal avec le hardcore, et que lui, il va très loin. Ouais, hein. Mais je sais pas, peut-être le fait de l'avoir mis avec Sting. Bah, je pense que c'est ça. J'ai une immense sympathie pour Sting. Ça, c'était génialissime. Alors, par contre, tu vois, je considère que Sting est peut-être le run à son AEW. Pour moi, c'est le meilleur run d'un catcheur WCW, post-WCW de l'utilisation des catcheurs. Je sais pas si c'est carré ce que je veux dire. J'ai compris. Et en vrai, je suis en train d'y réfléchir, mais en fait, tu veux dire dans la globalité, quand tu rends compte que Sting, il a fait du TNA, le peu de WWE, si tu prends tous les stars, ça doit être probablement celui qui est utilisé. Il y a Ric Flair, parce que Ric Flair a été bien utilisé quand même à la WWE, mais il était... Bon, la TNA, c'est caca. Mais je trouve que Sting, sa carrière post-WCW, on en parlera dans son émission, parce que je suis pressé de faire l'émission sur Sting. Il y a pratiquement aucun raté. Il n'y a pas de raté. Ouais, c'est vrai. Et à la WWE, ils ont vraiment utilisé sa fin de carrière. Mais alors c'était bien. Des fois, on tacle un peu la WWE, moi que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, en fait, ce petit aparté, désolé les amis, sur Sting, je pense que c'est l'une des meilleures utilisations de légende pré-retraite depuis longtemps. La preuve, c'est que le mec, ça lui a donné une deuxième jeunesse. Ouais. Tu vois, et après sa blessure face à Seth Rollins, je pensais qu'on le reverrait plus jamais catcher. Et le mec, en fait, non seulement il a délivré à la EW, l'aura, tout. Non, franchement, c'est pour ça que Darby Allin, je pense que il s'en est servi. J'apprécie beaucoup. Ouais. Eh ben écoute, sinon je te laisse commencer. Du coup, on est en 96, il est jobber. C'est ça. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand, à force de les repérer, de voir que les mecs font du bon taf en tant que jobber et qu'avec son frère ils ont une bonne chimie, on se dit ouais, ça peut faire une bonne petite équipe. Et ben ils font pas mal d'apparitions dans les émissions secondaires type Hit, Sunday Night Hit. Ils se font prendre. Il y a un mec qui les prend en main, c'est Michael Hayes. Ouais. J'avais déjà parlé, c'est un des légendaires de l'équipe les Fabulous Freebirds. D'ailleurs, ils leur ont rendu hommage, non, les Hardy Boys aux Fabulous Freebirds, non? Oui. Où ils ont eu non, c'était contre les Rock Non, c'est Rock and Roll Express. Presque, ils ont eu des matchs face à eux. Non, les Fabulous Freebirds, c'est ceux qui ont inspiré le New Day à être champion à 3. Oui, ça, la règle, la Freebirds. La Freebirds, je connais, ouais. Et en fait, Michael Hayes, lui, il a vite été à la télé manager. Il a été très longtemps aussi intervieweur. C'était lui qui a interviewé le fameux 316, tu vois, en tant que Steel 316, c'est lui. Ouais, c'est lui en tant que Doc Hendrix. Et ce mec-là, derrière, il est devenu même booker de SmackDown et tout ça, un gros officiel en fait. D'accord. Ouais. C'est un gros esprit du catch. Donc il les avait pris sous son aile. Sous son aile, donc du coup à l'écran, il venait. Par contre, il était ridicule, hein, parce que du coup, il était habillé comme les Hardy Boys, sauf que lui, il avait déjà plus de 40 ans, et que ça lui allait pas du tout de le mettre des t-shirts moulants. Et puis le string qui dépasse peut-être. Il y a pas grand Lita. Hein. Oui, parce que Lita, c'est un petit peu après. Ouais, c'est après. Et en fait, les mecs font du bon taf justement dans les émissions secondaires, pas trop télévisées, tout ça. Et en fait, c'est bon, les lance dans le grand bas direct. Ils apparaissent à Raw. Je crois 2 semaines après leur introduction à Raw, ils battent les APA, Ouais. les Acolytes, grosse équipe. pour devenir champion par équipe.
Ah oui, dès le départ. Ah oui, 2 semaines après, ils deviennent champions. Ah, je savais pas, tu vois, je pense pas que c'était aussi vite. Voilà, donc ils vont pas garder les titres longtemps, hein, on est ratitude, hein, donc du coup les titres... Oui, quoi, 87, 98. Ouais, alors, c'est Dans ça. les Zola, ouais. 98. Ils font pas aussi, ils rejoignent pas aussi Gangrel. C'est pas encore. Ah, d'accord. Donc, du coup, ils sont champions ouais, avant, vraiment. Ouais, au tout début. Ils vont perdre le titre très vite face aux Acolytes. Normal. En fait, ils vont balancer. Et en fait, ils vont se mettre en rivalité face à The Brood. Donc, Gangrel, Edge et Christian. C'est là où ça commence. Et durant la rivalité, Gangrel va trahir Edge et Christian parce que Edge est un peu marre du vampire et de tout ça. Et en fait, il va prendre les Hardy Boys. On va passer du vampire à surfeur californien. Je parle pour Edge, hein. Ouais. Bah, de l'honneur solitaire à vampire à surfeur californien. Voilà. Et donc, ils se mettent en rivalité face à eux. Ça devient le New Brood. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et j'en ai déjà parlé, donc on va en reparler. Ce qui a lancé les Hardy Boys, Edge et Christian, la révolution des matchs par équipe, c'est ce fameux match à No Mercy 99. Où, match par équipe, le titre est pas en jeu, j'avais dit la stipulation est chier par terre, c'est de gagner les services de managing de Terry Runnels. Oui, ça Ouais. Non, Terry Runnels, oui, je Terry comprends. Runnels, Marlena. Voilà, c'est ça. Voilà, l'ex de Goldust. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bon, la situation est pourrie, et en fait, les mecs font une dinguerie, un match qui n'a pratiquement pas vieilli. En fait, la manière dont ils font le match, ça sert de base à tous les matchs échelles qu'il y a eu après. Ah, d'accord, ouais, okay. C'est vraiment limite ça. J'exagère à peine. Des spots que les gens avaient jamais vus en Amérique du Nord depuis. Vraiment excellent. Ils ont une chimie à 4 parfaite, qui vont être rejoints par nos amis les Dudley Boys et qui vont faire les 6 bonhommes là, c'est de la magie. Hein. Ouais. Après, quand tu les regardes aujourd'hui, tu comprends qu'ils ont morflé. Ouais, mais c'est de la magie. Dans le ring, c'est de la magie. Parce que même, on parle très souvent des matchs de stipulation, mais vous pouvez aller voir les Edge et Christian contre Dudley Boys contre Hardy Boys contre Edge et Christian en match classique. C'est pas des 5 étoiles, mais par contre, c'est des matchs par équipe qui sont... Tu t'ennuies pas. C'est dynamique, ouais, c'est ça. C'est ce qui vient à l'esprit, c'est ça. Et il y a des fois des équipes beaucoup moins importantes, mais qui étaient ultra over, qui les rejoignaient. Aller voir tout cool qui se rajoutait là-dedans. L'overness de tout. Ouais, voilà, on se rend vraiment pas compte. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, je vais même te poser une question. Si la Hardy Boys, ils avaient eu 50 plus, ou une dizaine d'années plus, ils auraient certainement catché à la ECW. Ils auraient pas fait tâche dans la ECW. Ah non, pas du tout. Ouais. Je pense que Polyman, il aurait voulu les repérer avant la WWF. Rivalité Dudley Boys, Hardys avec à la ECW. Bon, il y en aurait peut-être un qui serait mort. Tiens, je vais déjà commencer parce qu'on parle souvent des matchs de rêve et de ce qu'on aurait voulu voir. Moi, j'aurais voulu voir donc les Hardy Boys face à Perry Saturn et John Cronus à la ECW, une énorme équipe qui était génialissime, les Eliminators, où ça vient le même de Joey Style, c'est Total Elimination. Et ben ça vient de cette équipe-là qui est exceptionnelle, qui faisait aussi de la voltige. Vous voyez John Cronus et Perry Saturn, c'était quand même des beaux bébés. Les mecs faisaient des prises aériennes, genre John Cronus faisait des shooting star press alors que le mec faisait 120 kilos quoi. Ouais, Et je me dis c'est un match que j'aurais voulu voir ça. Ouais, je suis vraiment l'éliminateur contre Hardy Boys, ça aurait pu envoyer. Hein. Moi, ça aurait été face au Rocker. Ah ouais, mais après bizarrement moi non parce qu'en fait c'est le même style. Ouais bah oui, ça voilà. aurait été peut-être trop. Donc moi je préfère avoir plus un même s'il y a du style qui se rassemble, je préfère avoir plus une vraie confrontation en fait. Steiner Brothers. Oh putain, oui. Oh ouais. Il te les aurait fait voler partout. Oh mon dieu, il y a Scott, il aurait fait des souplesses en prenant les deux en même temps. Ça aurait été parfait. Donc du coup, leur run. Je reviens sur le merci, voilà. Ouais. Donc le match fini. En plus, c'est les Hardy Boys qui vont finir par gagner ce match. Et en fait, c'est l'une des rares fois que c'est arrivé à la WWF, standing ovation. Ah ok, ouais. Dans l'arène, tout le monde se met debout. Ouais. C'est fou. Franchement, c'est fou pour des jeunes qui savent pas longtemps qu'ils sont là et tout. Les quatre. Les quatre. Derrière, ils ont les services de Terry Runnels, ça va durer 2 semaines, ou même pas, on s'en fout. Ouais. Et en fait, derrière, ça va être le gros, comme on a dit, la grosse rivalité entre les Dudley Boys, les Dudley, et Christian. On en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas y revenir en détail. Mais allez voir les matchs par contre. Ah, les matchs, de toute façon, vous pouvez y aller, ça vient voilà, jamais. SummerSlam 2000, WrestleMania 17, WrestleMania 18. Non seulement les matchs. WrestleMania 2000, WrestleMania 17. Parce qu'en plus, les matchs, non seulement ils sont portés par les catcheurs, mais en plus par le public. Parce que l'overness, elle est folle. Ouais, l'overness, c'est fou. Et là, c'est là où on leur rajoute Lita, du coup. Ouais, c'est ça. Et qu'ils vont devenir la team Extreme. Lita, qui était déjà amie avec eux, qui avait fait partie, je crois, de leur... Elle a fait partie de la UCW déjà. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Elle a fait partie en tant que Miss Congeniality. Super pseudo.
Et oui, elle a fait des apparitions dans leur petite fédération. Donc du coup, ils sont vite liés d'amitié et elle s'est liée d'amour avec Matt Hardy. Et eux, par contre, et je vais profiter pour dire ça, eux, c'est vraiment, des fois on dit que la WWE elle a un train de retard quand elle fait venir par exemple des célébrités que plus personne ne se souvient. Mais alors eux, début des années 2000, ils ont le look, ils ont tout vraiment pour coller au début des années 2000. Ah, c'est vraiment Les l'air skaters, skater, vraiment on est dans le top Sum 41, Blink 182, oui c'est ça. Vraiment on est dans The Offspring. The Offspring, merci. On est vraiment dans le ça, tu pouvais pas faire. C'est vraiment les bons gars au bon moment, à la bonne place, Et avec la bonne gimmick. Voilà, et donc Lita touchait les jeunes hommes, eux ils touchaient les jeunes filles. Ah, non, justement, mais t'es dans le... Ça a tiré l'œil. Ah mais bien sûr. Lita qui a eu une vidéo promotionnelle 1 an après son arrivée. C'était jamais vu ça. Oui, c'est vrai. C'était jamais vu Lita. Et pour revenir sur Jeff Hardy aussi par rapport aux dingueries qu'il faisait durant cette période où vraiment il allait vraiment trop loin et qu'il y a beaucoup de gens mais que là il se dit on l'obligeait pas à le faire. C'est lui qui le faisait. Voilà, et en fait je vais essayer de la dire en anglais du coup. Jeff Hardy répondait I'm not here to the risk it, I should be here to at all. En fait, c'est par rapport, en fait, j'ai pas peur du risque, en fait. Je suis là pour tout, en fait. Ouais. Donc c'est tout un package. Le risque me fait pas peur. Ouais, et voilà, c'est ça. Si je suis là, c'est pour tout faire. Voilà, c'est pour lui, c'est pas du risque de faire ça. Ça fait partie, en fait, de son métier. De son métier, ouais. Et de ce qu'il est censé faire. Alors, c'est quand même incroyable, quoi. Il avait déjà, je pense, il prenait déjà quelques petites pilules, Jeff. Je crois qu'il est tombé très vite dans la drogue parce que on a oublié d'en parler. Dans sa personnalité, c'est un artiste. Ah bah vraiment, ouais. Vraiment reconnu. Musicien, je crois. Musicien, peintre. Bah, les peintures qu'on se fait sur son visage, il les fait tout seul. Oui. Hein, pour le coup. Et musique, il a un groupe de musique. Oui. Que moi j'aime bien en plus. Franchement, il y a des musiques qui sont assez cool. Ça, c'est Perro White Gen. Okay. Avec un point d'interrogation entre les deux. D'accord, ouais. Et il y a des musiques qui sont vraiment cool. Bah, il rentrait avec ces musiques-là à la TNA. D'accord, c'est punk, je pense. Punk rock. C'est électro. Ah, plus électro, d'accord. Ouais, c'est électro dark. C'est un peu spécial en fait. C'est un style un peu à part. C'est Jeff Hardy. C'est Jeff Hardy, voilà. Mais on les split au début des années 2000, c'est ça? Oui, il tente une première fois de faire un split qui a échoué. Ouais. Qui a littéralement échoué. Hein. Franchement, c'était pas bien. Parce que c'est pas que j'ai pas envie de parler longtemps de cette période-là, mais finalement 2000 à son départ 2003. Il n'y a pas grand chose. Bah, en fait, il y a des moments un peu marquants. Bah, déjà, il y a comme je te dis, le speed tenté que ça a pas marché parce qu'en fait, les deux, je pense, étaient pas prêts. Et en fait, bizarrement, ils ont une chimie exceptionnelle en tag team, mais en adversaire, c'est pas toujours top. Voilà, c'est pas toujours top. Donc là, ça avait pas marché. Tu avais réhabilité ça dans l'émission. Bah, moi, j'ai réhabilité la rivalité de 2009. Plus tard, ouais, plus tard. Ouais. Mais au début, c'était vraiment pas bon. À quel point ils ont même failli se faire virer. Ah ouais, carrément, ouais. Mais comme ils vendaient beaucoup, et Lita vendait beaucoup, ils se sont dit, on va vous donner une seconde chance, on va vous remettre en équipe, on va un peu effacer ce truc-là. Ils vont vite vouloir pousser Jeff solo. Ouais. Donc en fait, il va devenir Light Heavyweight Champion. C'est pas important. Encore une fois, on est en fin d'attitude des rats. Je vais juste te poser une question qu'on n'a pas parlé encore parce qu'il est 22 minutes 36, on n'en a toujours pas parlé. En termes de catch, c'est un bon catcheur à cette époque-là, Jeff Hardy? Non. D'accord. Là, je vais peut-être me faire taper dessus. Hein. Non, mais... C'est un très bon underdog. Il prend des risques que personne ne fait, donc du coup, il a des prises beaucoup trop flamboyantes. C'est un très bon bumper. C'est un très bon bumper. Par contre, il a des gros problèmes de notion de selling, de psychologie. Il en a limite pas. J'ai une grosse anecdote que j'avais déjà donnée, que je vais donner plus tard. Et en fait, c'est vraiment avec les années où il va avoir... Parce que la folie, le risque, les bumps et tout, il l'a. Mais il lui manquait la psychologie. Et il lui manquait le selling. Ça, et c'est en ce fait, qu'il aura. Et il va l'avoir à force, en fait. À force, il va l'avoir. Et il va devenir un très très bon catcheur. Parce que comme il avait déjà les risques, il était déjà tellement flamboyant qu'il lui manquait pas grand chose. Hein. Ouais. Voilà. Et après, ça va devenir un très bon catcheur avec le temps. Ouais, c'est ça. Et parce que moi, par exemple, je me souviens du match, je crois, à Invasion face à Rob Van Damme. Bah, j'allais en parler justement. J'allais justement dans les débuts jusqu'à son départ. Parce que moi, j'avais l'impression que ce match-là, c'est un empilement de bump. C'est ça, mais très bien fait. Et ils en ratent quelques-uns parce qu'ils tentent des trucs qui sont tellement fous. On va y arriver. Donc, après ça, il va devenir champion intercontinental une semaine aussi. Ouais, ça c'est bien. Face à Triple H. C'est son premier titre solo. Deuxième, parce qu'il a eu le titre Light Heavyweight. Ok. Face à Triple H, où c'est le plus gros upset de l'histoire. Ça c'est marquant. Ouais, c'est marquant. Triple H champion intercontinental. En fait, c'est durant le Two-Man Power Trip, où c'est Triple H et Steve Austin qui dominent complètement la WWE. Et en fait, les Hardys, voilà, et en fait, les Hardys s'en prennent à eux, pauvre Lita. J'ai du mal, ce segment-là, on en avait déjà parlé. On en parle beaucoup dans la vidéo sur Matt Hardy. Quand il démonte Lita à coup de chaise, j'arrive. Ah ouais, Steve Austin, c'est vraiment un gros port. Ouais. C'est pareil, tu vois, je n'aime pas le match Matt Hardy, on est un petit peu plus tard à l'invasion, où ils se prennent la tête dans les vestiaires, les deux nanas,
Lita lui dit que t'as eu raison de te défendre à la femme. Ah putain, j'ai du mal. Lita dit à la femme de Stone Cold, t'as eu raison de te défendre de lui. Elle va balancer à Stone Cold. Après, Stone Cold explose Matt Hardy dans le ring. J'aime pas. Ouais, t'as pas. Ouais. Bah, c'est durant toutes ces périodes-là, en fait, c'est des rivalités un peu en dessous, on va dire. Ouais. Juste après ça, bah, tu dis, il va y avoir ces matchs exceptionnels face à Rob Van Damme, les deux durant l'invasion. Non, eux, par contre, ils n'appartiennent pas à là, c'est hors invasion. Ah si. Oui, mais si, Rob Van Damme, si. Rob Van Damme, c'est pour le titre hardcore, ouais. C'est Rob Van Damme, ça fait partie d'un des mecs du côté de l'invasion, du côté de l'invasion qui a pris un titre et qui est important, parce qu'il est ultra important, Rob Van Damme. Parce qu'après, bon, pour moi, eux, justement, leur catch leur permet de sortir de ce marasme-là, en fait. Bah, ce qui fait qu'en fait, Rob Van Damme se fait popper, alors qu'en fait, c'est un heel Voilà, c'est ça. C'est plus dans le sens là que je disais. Mais non, il est vraiment intégré. Le match hardcore est très très bon, il est exceptionnel à l'invasion. Et celui derrière, le match chez SummerSlam, justement, tu voulais que j'en fasse anecdote, parce que là, tu l'as mis, où les deux, en même temps, entre l'un qui était déjà, je pense, sous des drogues un peu intéressantes, et l'autre, il est connu pour la Marie-Jeanne, et surtout que quand il était jeune, Rob Van Damme, on le dit c'est notre toute première vidéo de la chaîne, on le dit, c'est qu'en fait, c'est le mec, il est cool, mais pour lui, il est au-dessus de tout. Pour lui, c'est le meilleur, de toute façon. Mais en étant tout cool. C'est le meilleur. Sur Van Damme, mec, t'inquiète. Du coup, il dit à Jeff Hardy fait des prises qu'il n'a jamais eu dans son moveset et qu'il n'utilisera plus jamais après. Hein. Alors, il lui demande de faire des DDT. Jeff Hardy ne fait pas DDT, mais face à Van Damme, il en fait parce que il fait ouais, mais je fais pas DDT. Il fait non, mais t'inquiète, je le prends tout seul. Fais des German suplex, t'inquiète, je gère. Je les prends moi. Je les prends, mais c'est vraiment ça. C'est moi qui vais les prendre. Il prend un DDT, alors Van Damme, il se prend une attaque des chevaliers du Zodiac, il tombe la tête la première. Ouais, il se plante, il a des c'est exactement. Il fait le poirier sur la tête. Exactement, il se prend des German suplex où il va faire 3 saltos arrière pour les prendre. Vraiment, c'est genre, il carry Jeff Hardy sur des prises, mais c'est lui qui demande. Ouais. Et ce fameux spot de Golemont, désolé. Avec l'échelle, non, c'est pas un truc c'est ça. Jeff Hardy. C'est ça. Jeff Hardy, il est sur plus de la moitié de l'échelle pour aller chercher le titre. Et Van Damme, il se dit, je vais te mettre un speedy heel kick de la 3e corde. Oui, au milieu de la 3e corde, jusqu'au milieu du ring et à 3 mètres du sol. Et du coup, il passe complètement en dessous, quoi. Mais je crois qu'en plus, dans les vestiaires, ils s'en sont voulus, les deux. Bah oui, ils s'en sont voulus. Et en plus, derrière, ils ont un autre bump où ils ont fait se tuer. Ouais. Et donc, du coup, vraiment, et tu les vois, je crois, déjà après ce spot-là, après, il tombe de l'échelle, machin, et quand il se relève, tu vois le regard de Jeff Hardy, il fait, pourquoi je l'écoute? Franchement, vous pouvez regarder le regard de Jeff Hardy, c'est... Et en Vandal, genre, merde, je pensais que je touchais, moi. J'ai glissé non, je pensais que tu touchais. Oui, mais ça passe. Ça passe, ouais, c'est ça. Bah non. Mais malgré tout ça, ce qui fait que c'est pas un match qu'on va retenir en tant que match 5 étoiles, ça reste quand même un des matchs marquants de la fin d'Attitude Era durant l'invasion. Vraiment, les 2 matchs Jeff Hardy et Rob Van Damme de l'invasion, c'est un truc que vous devez voir de l'invasion. Point. Ça me fait penser un peu comme quand la WCW mettait ses matchs justement de voltigeurs en début de show. Ah bah c'est ça. J'ai l'impression de retrouver un peu cet esprit-là, quoi. Ouais, où les gens, tu rates pas un moment du match parce que t'es happé par la flamboyance. Moi, je me rappelle qu'à un moment, en fait, je disais tout à l'heure, je me suis un peu trompé avec l'invasion parce que je sais qu'au moment, au début de Jeff Hardy, il est même pas spécialement WWE machin. Il a un truc avec le Big Show et Trish Stratus. Ah oui, c'est nul à chier, ça. C'est à chier, ça. Le Big Show, il a une flèche vers sa kick. Oh putain. Tu te rappelles? Ah oui, je m'en rappelle. Avec le Big Show avec une flèche vers sa kick. Et puis, il y a un petit peu de romance entre Jeff et en fait, ils essaient de faire un double couple parce que ce qui va amener au Brian Panty horrible d'invasion, entre Stacy Keibler, Tori Wilson face à Trish Stratus et Stacy Keibler. Ah oui. Trish Stratus et Lita, pardon. Oui, c'est ça, merci. Pardon. Et en fait, Lita est avec Matt Hardy, et en fait, ils essaient de mettre Trish Stratus avec Jeff Hardy. Dans quel état tu penses qu'il était Kevin Dunn dans le camion? Oh bah, fou furieux. Le clavier. C'est le clavier qui colle. Ah, t'es con. Ah, t'es méga con, je m'attendais pas. Ah, t'es con. T'es en direct, mec, c'est comment? Non, on le laissera. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu à fou rire. Oh, je suis désolé. Je m'attendais pas à ça. Tu lui poses. Alors, excusez-nous pour ce fou rire, je suis désolé, tu m'as tué avec tes conneries de clavier qui collent. Bah, c'est toi qui m'as lancé ce sujet. Hein. Puis c'est la façon dont tu l'as dit, en fait, c'est un truc sur Internet. C'est, pour ceux qui connaissent, ça vient du grand streamer français Mister MV.
À l'époque, il streamait et il a pété les plombs sur un clavier et c'est le clavier qui colle. Allez taper sur YouTube MV clavier qui colle et vous verrez. Ouais, donc alors, j'ai pas envie d'enlever le fou rire parce qu'on a rigolé pendant 5 minutes, il a fallu que je m'en remette. Hein. Parce que moi, j'imaginais Kevin Dunn avec une main en train de claquer sur le clavier. Qui grince un peu. Qui grince un peu, ouais, avec un peu collant. Enfin bref, vas-y, reprends. Donc du coup, non, on repart pas en vous rire. Alors du coup, donc enfin, je sais plus où on en est. Donc, en fait, dans toute cette période d'invasion, donc comme on avait dit, il a une rivalité de merde liée Ah aux oui, filles, voilà, avec c'est à cause les de filles et ça. tout, voilà, c'est ça. Les gros matchs face à Rob Van Dam, et en fait, il va avoir un moment très très marquant à Raw. C'est quand l'Undertaker est champion. Donc l'invasion est finie. Il me semble qu'on est en 2002 là déjà. On est en 2002. Il y a rien d'intéressant dans le Rumble. Attends, c'est le Rumble 2001. Le Rumble 2001 où les deux s'éliminent comme des combattants. Tu sais, Jeff Hardy, c'est Oui. tous les deux ensemble. Oui. Parce qu'ils se tapent vraiment dessus, je crois. Dessus, ils essaient de faire compétition. Il est compétitif et ils s'éliminent tous les deux, c'est Ils s'éliminent tous les deux, mais c'est nul. ça ne mène pas à une rivalité entre eux, on est d'accord? Non, la rivalité était avant, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Le Rumble 2002, c'est assez sympa, mais pareil, c'est une sous-main, hein, ça reste un quart d'heure. Mais par contre, à Raw, ils se décident de faire un match de championnat WWE. Donc je me permets, c'est avant la création de SmackDown, c'est quand le Taker est champion. Non, SmackDown est déjà là. Ah d'accord, je croyais que c'est quand C'est le juste Taker qu'à l'époque, allait se barrer. à l'époque, le championnat est unifié depuis que Triple H a gagné à WrestleMania 18. D'accord, ok. Et donc, du coup, en fait, le champion passe entre les deux brands. De temps. Et c'est quand Brock Lesnar va devenir champion qu'il va embarquer le titre que pour SmackDown. Et Taker a dit non, tu pars pas, c'est mon titre. On se retrouve à SmackDown. On se retrouve à SmackDown. Donc là, Taker est champion. Et en fait, il défie Jeff Hardy dans un match hardcore. Donc, pour le titre. Et c'est vraiment le meilleur match solo de Jeff Hardy jusqu'à maintenant. Taker American Badass. American Badass. Ah, il est terrible ce match. Je l'ai vu sur RTL 9. Oui, il est vraiment très très bien. Là, Jeff Hardy, comme j'ai dit, il y a les matchs face à Van Damme et le match face au Taker qu'on retient dans le premier run. En solo, hein, je parle pas des matchs par équipe. En solo, c'est des matchs qu'on retient. Et ce qui est énorme, c'est que l'Undertaker sort de son personnage où il lui montre du respect. J'allais te poser la question. Il lui montre de son... J'allais te demander si... Il le relève à la fin en lui mettant la tape sur l'épaule. Hey, kid, franchement... Et il lui serre la main, il lui montre du respect. Et j'adore dans les commentaires, c'est, je sais plus, c'est Michael Cole ou Jim Ross qui reprend la phrase de Taker, parce que le Taker à l'époque il dit affronte-moi, je vais te rendre célèbre. Mais il y a un peu vulgaire, fuck me, I'm famous, tu vois. Et en fait, il crie à Jeff Hardy, vas-y, montre-lui que tu vas être célèbre. Ouais. Un truc comme ça, c'est génial. Mais c'est donc ça, la tape et du Taker n'était pas prévu. Je sais pas. On sait pas, mais moi je pense que c'est Taker qui va voulu montrer parce qu'en à la fait, télé si je me souviens, tu me dis si je me trompe, Taker lui casse la gueule, il repart, Hardy se relève et lui dit reviens, le Taker retourne, il lui repète la gueule, il repart, reviens, finalement à la fin le Taker il remonte sur le ring, il lui tape un coup sur l'épaule. Il me semble que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Et il me semble que c'est l'un de ses dernières apparitions à la WWE. Ouais, parce qu'en fait derrière, en fait ils y croient, hein, mine de rien, parce qu'en plus là il a affronté le Taker, il est anodgé par le Taker, les gens y croient, les gens sont toujours à fond, et en plus là il commence à avoir vraiment son style à lui, différencié des Hardy Boys. Je me souvenais que il avait des dreads blondes, il venait avec un débardeur blanc, ouais. Et en fait ça faisait une lumière psychédélique où ça faisait des couleurs comme du fluo, machin. C'était bien. C'était ultra stylé. C'était son entrée. Quand ouais, oui. Ça c'est mythique. J'ai retombé sur un short, désolé, je fais un petit aparté, un short où il y a pas longtemps à la EW où on voit Jeff Hardy qui vient avec Tony Storm, où Tony Storm fait comme Jeff Hardy, les deux ensemble et tout. Et c'est hyper sympa. Même en fait, ça truc mythique, ça danse, c'est mythique. Même si les Hardy auront jamais autant de classe que dans le Titantron de Joe Hendry. La gueule de Matt Hardy quand il tape dans ses mains, c'est exceptionnel. Du coup. Et en fait, ils veulent le pousser en solo. Et en fait, ils veulent lui amener un heel turn un peu progressif. Donc, il se fait prendre sous l'aile de Shawn Michaels. Shawn Michaels, il veut essayer de montrer arrête d'être un fou, soit un bon catcheur, soit un bon catcheur, machin. Et en fait, Jeff Hardy refuse tout. Il s'affronte plusieurs fois. Et c'était bien les matchs face à Shawn Michaels. Non, à l'époque compliqué. Non, je crois pas qu'ils s'affrontent justement. Ils devaient s'affronter. Ils s'affrontent plusieurs fois. Non, ils ont des interactions, mais il me semble qu'ils doivent avoir juste peut-être un match à Raw vite fait ou un truc comme ça. Je crois pas qu'il y a un vrai gros match ensemble. Mais de toute façon, comme j'ai dit, et je vais donner cet exemple-là où je vous dis que c'était pas un bon catcheur au début, que c'était un bon tapé. Et après, tu me laisseras dire une anecdote. Voilà. Je vais donner une anecdote que j'ai déjà donnée, que j'adore. En fait, c'est à l'époque Triple H, il est en début de règne de la terreur. Et en fait, il s'est dit, moi, je vais populariser le sleeper hold. Donc c'est la prise du sommeil. La prise du sommeil. Bon, actuellement, on voit qu'avec Gunther, ça marche très très bien. Mais à l'époque, on est post-Attitude Era, les gens, ils aiment bien les trucs flamboyants. Dans Jeff Hardy. Tu leur mets les matchs de SummerSlam par équipe, puis après, tu leur mets des sleeper hold. Ouais, voilà, c'est ça. Forcément, le public, il suit pas. Ouais, il suit pas, ils en ont rien à foutre, et donc, du coup, déjà, c'est pas intéressant. Et en plus, Triple H, on n'a pas envie de le voir faire ça. Et en fait, Jeff Hardy, on voit qu'il est au bord de partir et qu'on voit qu'il est déjà bien dans ses démons parce qu'il en a rien à foutre.
et qu'en fait, au bout d'un moment, Triple H le prend en sleeper hold et que Jeff Hardy le selling. Il s'emballe le nœud. Il mâche son chewing-gum. Il est à la télévision C'est et ça. on le voit, il mâchouille son chewing-gum et on le voit à sa tête, c'est genre. Il me semble que tu avais donné cette anecdote déjà. Oui. Et moi, il y a une autre anecdote, si je peux la dire. Vas-y. Il me semble que dans quelques émissions après de Raw où il y a eu ce match face au Taker, c'est Christophe Ajus et Philippe Chiraud qui commentaient déjà à cette époque-là, je crois, sur Tel 9. Oui, bien sûr. Et Christophe Ajus qui dit, en fait, on nous demande énormément de nouvelles de Jeff Hardy sur les forums et tout. Il explique qu'en fait, il était parti. Oui. Il était parti, mais Mais en plus, il part comme ça, il y a rien Du jour au lendemain, Du jour au lendemain, ouais. Et à l'époque, on savait pas qu'il y avait d'autres fédérations. Moi, je sais que je connaissais que la WWE, je savais pas qu'il y avait d'autres fédérations aux États-Unis. Et c'est là où en fait, il part. En fait, il va avoir un petit run à la TNA de 4 ans. Ouais. Mais en fait. Un petit run de 4 ans, c'est pas mal déjà. Là. Ouais, mais c'est pas un vrai. En fait, si je dis petit, c'est parce qu'en fait, il est pas tout le temps. Il va pas aussi un petit peu à la ROH? Oui, il va à la ROH et je me sens que dans les débuts de la ROH, il se fait pas trop accepter. Ouais. Alors déjà, il se fait. Est-ce que tu peux dire pourquoi il se fait virer? Parce qu'on l'a pas dit ça. À cause de le. Parce qu'on lui dit, il faut que tu ailles te faire soigner. Voilà, il refuse une cure de désintoxication. C'est ça. Donc du coup, lui dit fuck. Donc du coup, il est libéré de son contrat parce qu'en fait, il commence vraiment à être très mal dans ses démons. Et à la TNA, ça va pas aider. En fait, de 2002 à 2006, en fait, il va arriver quand même en grande pompe parce que c'est quand même c'est quand même un nom connu. C'est un nom. Et en fait, en plus, on est dans les débuts de TNA, on est encore dans les débuts. Quoi, c'est début 2000 TNA? C'est ça? Ouais, c'est début 2000, ouais. Et c'est là, ils sont encore affiliés NWA. Et en fait, on se dit, waouh, cool, machin, ça va faire des matchs un peu géniaux et tout. Il commence une rivalité avec Abyss. Donc en plus les deux ça match le bien. Personnage d'Abyss qui est un peu à torturer. Voilà, c'est quoi, un mix de Kane, de Mankind. C'est ça, c'est un mix de Kane et de Mankind. Donc face à Jeff Hardy ça colle bien, surtout les deux ils ont une opposition de gabarit très cool parce que l'autre c'est un gros Abyss, bébé. C'est un peu plus proche du physique de Mick Foley. Ouais, non plus proche du physique de Kane même. Abyss c'est un gros bonhomme. Peut-être moins balèze, peut-être moins musculeux. Moins musculé, plus gros mais aussi grand. Voilà, plus dans le sens là. Et Jeff Hardy c'est un underdog donc ça colle bien. Et en fait il enchaîne des no-shows. Vraiment, il se pointe pas, il vient pas, ou quand il vient, il est encore défoncé. Je me demande même si dans ces eaux-là, il se fait pas arrêter 2-3 fois avec sur la route. Si, bien sûr. Je crois qu'il y a des mugshots de lui. Ouais, ça tourne pas mal. Et il devait même avoir un match de championnat face à Raven. Ouais. En plus, ça aussi, ça colle bien. Oh, ça aurait été bien, ça. C'est sur l'arrivée de Raven à la TNA, un excellent run. Même si il a gagné le titre, mais un peu trop tard. Raven, on peut penser aussi qu'il fait partie des inspirations de Jeff Hardy. On peut, ouais, je pense. Parce que Raven... Ça a jamais été acknowledgé, mais en vrai, ouais. Il y a des concordances. Il y a des concordances. Franchement, ouais. Et il devait avoir un match entre les deux pour le titre, ça aurait été vraiment très cool. Et en fait, il va pas se pointer. Ah. Donc ça sera pas fait. Il va revenir un peu vers la fin, il va continuer sa rivalité avec Abyss, mais en fait, il y a rien d'important sur ce run. Ouais, c'est beaucoup d'aller-retour. Je suis là, je suis pas là, je suis drogué, je suis pas drogué, il y a beaucoup de ça. C'est ça. Mais alors qu'il va pas se soigner et tout ça, heureusement il y a Matt Hardy. Et en fait Matt Hardy il va beaucoup l'aider forcément entre frères et cède. Ouais, puis en plus il y a aussi ce qu'ils ont traversé étant jeunes. Oui. La perte de la maman très tôt. Et je pense que Matt Hardy a envie de retrouver son frère parce qu'il venait de se bouffer son histoire avec Lita. Ouais, 2005-2006. Ouais, c'est ça. Donc du coup je pense que lui aussi il était complètement bas, on le sait. Matt Hardy était vraiment très très bas. Et je pense que là en fait les deux dans leur malheur, on va dire dans leur mal-être, ils se sont un peu soutenus. Et ça a permis à Jeff Hardy de revenir. Ouais, c'est vrai. À WWE. Donc on est en 2006, je crois. En 2006, ce qui est fou, c'est que il s'en prend direct à des gros noms, vraiment. Donc la WWE veut lui faire confiance quand il revient. Déjà, en fait, son premier match à son retour, c'est face à Edge qui est champion de WWE. Ah ouais, ça, c'est pas mal ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Qui va gagner par disqualification. C'est quoi, c'est dans la continuité de la rivalité avec son frère? Non, rien à voir. Parce qu'en fait, là, le Edge, il est dans sa rivalité entre Rob Van Dam et John Cena. D'accord, ok. Il est champion WWE. Donc en fait, Jeff Hardy, ça va être juste un match comme ça pour son retour. Il va gagner par disqualification parce qu'intervention de Lita. C'est là que tu vois que la WWE, quand même, elle le considérait énormément. Ils l'ont toujours considéré parce qu'en fait, faire revenir. Comparé, tu faisais parler avec Akarian Cross, qui est un mec qui a été créé, tu vois, Moi, je parlais plus dans la vente, hein. Oui, mais dans la vente, mais que c'est les fans qui le veulent, mais que la WWE ne veut pas. La WWE a toujours voulu mettre en avant Jeff Hardy. Ouais, toujours. Vrai. C'est juste que ces démons ont empêché pas mal de fois. Mais eux, ils ont toujours voulu parce que le gars a tout. Même si j'ai l'impression qu'à la WWE, il y a quand même moins de problèmes de no-show. Oui, à la WWE, il était beaucoup plus sérieux sur ça. Sur ça, il était quand même un peu plus présent. Un peu plus présent, mais comme très souvent, quand il a son frère avec lui, ça va, il fait attention. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais... Je sais pas, ça c'est nébuleux c'est nébuleux. ce qui se passe derrière.
Et en fait, donc du coup, il affronte, comme j'ai dit, Edge, qui gagne par DQ. Derrière, il va avoir un match face à Randy Orton qui va gagner. Donc c'est incroyable. Il va battre Randy Orton. Ouais. Ouais, ok. Ouais, donc super. Randy Orton n'est pas encore ultra poussé, mais quand même, tu vois. Pas mal. Et en fait, juste après ça, il va avoir une rivalité que j'aime beaucoup face à Johnny Nitro. Ok. Autour du titre intercontinental. Pas mal les deux ensemble aussi. Ah ouais, ça fait des bons matchs. Et là, bizarrement, alors comme on l'a dit, c'est pas soigné, qu'il a fait plein de shows, qu'il a le machin. Vraiment, il a une transformation dans le in-ring entre 2006 et 2008 qui va se voir, où vraiment ça va faire un machin, il va avoir des problèmes en dehors, mais quand on le voit dans le ring... Surtout en mars 2008. Voilà, oui, on va en parler. On va en parler, parce qu'on est obligé d'en parler. On sera obligé d'en parler. Mais du coup, on se rend compte, en fait, il a gagné de l'XP, quoi. Ouais. Il a pris un boost. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'expérience qu'il a pu avoir avec Abyss à la TNA, par exemple? Parce qu'Abyss, quand on sait ce qu'il est devenu après, en tant que road agent, je sais pas, je tape pavé. Bah, je pense qu'il y a pas mal de mecs à la TNA, il y avait des gros noms quand même. Ouais, mais Abyss, quand tu vois aujourd'hui parce qu'il est dans les road agents très longtemps road agent WWE pendant des années, même encore aujourd'hui, je sais pas. Ouais, il est encore, Et le mec, peut-être aussi que, il a, ce qu'il a dit à Jeff Hardy était peut-être un peu drogué, il l'a pas entendu, mais peut-être que quelques années après, c'est remonté. Peut-être. Il y a peut-être aussi toute cette expérience-là, hein. J'en ai aucune idée, mais l'idée me plaît. Ouais, si c'est ça me plairait, tu vois, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Abyss, mine de rien. Ah ouais. Franchement, c'est un grand esprit du catch. Un grand esprit du catch. Et donc la rivalité face à Nitro qui est vraiment très cool, où ils vont se partager le titre intercontinental. D'accord. Voilà, où ça fait vraiment des bons matchs. J'ai toujours aimé Johnny Nitro. Ouais, moi aussi, John Morrison. Ouais. Et en fait, derrière, il va y avoir réunion des Hardy Boys, et Nitro va être avec Mercury et Melina. Ah oui, donc, les en fait, M&M. donc du coup, ils vont s'affronter dans les matchs par équipe. Oui, parce qu'au début, quand ils sont pas tout de suite ensemble, les Hardy, on les laisse. Je t'ai raconté ce qu'il y a eu, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que c'est bien, quoi. Ils sont pas tout de suite. Ouais. Bon, ça va assez vite, mine de rien. Oui, c'est à peine 6 mois après son retour qu'ils sont déjà ensemble, quoi. Est-ce que la WWE considère pas qu'ils sont plus bankable à deux que chacun de leur côté? Même pour Jeff, après, non, mais au début, je me dis. Non, moi, je pense que vraiment, Jeff, ça a toujours été un projet, hein. C'est juste que les problèmes fait qu'en fait ça le freine et on va en parler là. Durant tout ce run là, on va en parler. Donc là, c'est quoi, 2006-2007? On est toujours en 2006-2007. Il va y avoir le drame pour le nez de Mercury. On a déjà parlé. Ouais, c'est violent ça. Ouais, la bascule où l'autre il a le nez qui est explosé. Je sais plus c'est quel pay-per-view. Je sais plus. Je sais plus. Je me demande c'est pas December to Dismember. Non, c'est pas durant ce. Non, ok. Ce December to Dismember, c'est juste M&M contre. Par contre, The Boys. ils s'affrontent. C'est le seul match à sauver du show. Ouais. Je crois que c'est en opener. C'est un opener, ouais. Il me semble. Bah, en fait, ils ont annoncé que 2 matchs dans le show. Ouais. C'était l'opener et le main event. Et le main event. Et le reste de la carte, on sait pas. Et ce pay-per-view qui est très bizarre parce qu'on est censé être dans le premier pay-per-view solo ECW Résurrection, Ouais. si tu me permets le terme. Ouais. Et il n'y a pas un match hardcore. Bah, à part le Chamber. À part le Chamber, et puis bon, les Hardy, il y a quand même ils doivent quand même se mettre des coups d'échelle. Même pas, je crois que c'est un match. Donc ça m'a toujours fait. C'est un match classique tag team. C'est lequel qui vient avec la tête? Al Snow. Al Snow, c'est même pas un match hardcore, quoi. Ouais, bah. Donc tu veux promouvoir des catcheurs hardcore, tu leur mets pas de match hardcore, et tu te demandes pourquoi ça marche pas. Je te rappelle que dans les shows de CW, on a eu un Bichot face à Batista. Hein. Oui, non, mais de toute façon, je pense, et il y a plusieurs personnes qui le disent en commentaire, que tu as donné la très bonne raison, c'est que Vince en avait marre d'entendre ECW dans les shows. Donc il a créé son ECW, il l'a torpillé. Ouais. Parce que finalement, il s'est mis en avant lui, hein. Il a été champion CW, Bobby Lashley, voilà. Ça aurait dû être Chris Benoit et Kurt Angle, les grosses têtes d'affiche de cette c'est ça. Là. Et pour amener le push de CM Punk. Et je pense qu'il a voulu la torpiller. Ouais, moi je suis sûr aussi. Je le laisse DVD là. Hein. Ouais. Je l'ai regardé 2 fois dans ma vie. C'est dur. Mais ouais, il y a que le match là qui est regardable. C'est normal. C'est l'Hardy Boy. Oui. Et derrière, en fait, ils vont se reséparer. Hein, ils vont être chacun un à SmackDown. Matt Hardy va avoir sa rivalité géniale face à MVP. Juste, il y avait pas Lita, je crois. Hein. Lita, Lita avec Edge. Elle est avec Edge. Elle est avec Edge. C'est les M&M qui ont Melina, mais eux n'ont pas de. Non, eux ils ont pas de manager. Voilà. Et en fait, lui va devenir l'un des gros milliardaires d'euros. Ouais. Solide, hein. Solide. Donc champion intercontinental. Il va être pushé. Et en fait, on va arriver en 2008 à WrestleMania 24. Oui. Et il devait gagner le Money in the Bank. Mais il va se faire suspendre. Alors, il se fait suspendre. C'est là où, justement, on est en mars 2008. Il a son gros problème de fait divers. Oui. Ah, c'est à ce moment-là que ça arrive. En fait, donc ça va être utilisé en 2009. Avec Matt Hardy. En 2009, mais voilà. C'est en 2008 que ça arrive. C'est en 2008, c'est en mars 2008. J'ai vérifié ça. J'ai vraiment voulu vérifier parce que je sais que c'est un moment charnière de l'histoire de Jeff. Ouais. Où en fait, il est pas là. Sa maison brûle. Son chien meurt. Et son chien meurt dans la maison. Ouais. Quand Matt, qui est présent mais qui voit la fumée, quand il arrive, malheureusement c'est trop tard. Et je sais qu'en fait, alors oui, parce que Matt Hardy est blessé parce qu'il fait son retour à WrestleMania 24. Voilà. Et je peux pas te dire par contre
s'il est suspendu avant, je sais que C'est durant cette période-là. de 60 jours qu'il prend de suspension, Jeff, il prend tout ça dans la gueule. Ouais. Et son chien et sa maison, mais le chien, c'est reconnu que ça lui a tué. Mentalement, ouais. Mentalement. Et je suis bête, juste avant ça, avant qu'il se fasse suspendre et qu'il puisse pas, où il va perdre son titre total face à Chris Jericho parce qu'il va se faire suspendre et pour pas gagner le Money in the Bank. Et c'est reconnu, que c'est lui qui devait gagner. Il a eu sa rivalité face à Orton avant, que j'ai oublié. Ouais. Qui est très importante. Alors, tu avais dit qu'ils ont eu un match à son retour. Ouais. Mais et derrière, ensuite, quand Orton va devenir champion, t'es le gros champion après No Mercy et tout ça, et que vraiment le Orton qui commence à être bien violent, et ben, il va être l'un de ses gros rivaux, ça va être Jeff Hardy. Où en fait Jeff Hardy va vouloir venger l'attaque de Randy Orton sur Matt Hardy, parce qu'en fait Randy Orton avait débranlé Matt Hardy justement pour la blessure de Matt Hardy, Ouais. qu'il puisse partir. Non, parce qu'après Matt Hardy va être en rivalité contre MVP après, excuse-moi. Mais en fait il va débranler Matt Hardy, genre blessé kayfabe et tout ça, et en fait Jeff Hardy veut défendre son frère. Et c'est là vraiment où ça commence l'amour de Jeff Hardy pour la génération interne. Et C'est vraiment là. Parce que il y a la Swanton Bomb du haut du Titantron. Ça, c'est bien quand même. C'est génialissime, c'est hyper bien fait. Safe, par contre, c'est ça qui est bien, parce qu'en plus, on voit pas le Pas choc. le bump, ouais, tu vois Ouais. pas le choc, tu le Ouais. vois sauter, mais C'est ça. Donc, du coup, ça, c'est ultra marquant, et ça, c'est vraiment des visages, je pense, vraiment, tu demandes à n'importe quelle génération T1, cette image-là, c'est ancré dans son cerveau. c'est vrai. Et, a raison. Ah non, mais c'est totalement vrai. Et surtout que, ces deux, en fait, pour moi, c'est les deux visages de la génération T1. C'est le face et le heel, alors qu'il y a des gros stars qui sont encore là. Il y a du John Cena, il y a du Triple H, il y a des machins comme ça, il y a du Shawn Michaels, du Taker. Mais on va dire, dans les jeunes, ce que beaucoup y sortent, c'est les énormes fans de Randy Orton, les énormes fans de Jeff Hardy. C'est Raw ou c'est SmackDown? Raw. Ok. Et ça va ramener plusieurs matchs face à eux, et je l'avais déjà dit la vidéo d'Orton, entre deux. Ouais. Et il y a un des matchs que j'adore, il me semble que c'est au Rumble. Ouais, Si je ok. dis pas de bêtises. Oui, ça doit être au Rumble. J'adore ce match où, je l'avais déjà dit, c'est Randy Orton, c'est le Master of contre. C'est le Master Tu l'as of dit. renversement de finish dans ce match. Et en fait, Jeff Hardy, comme il est ultra fluide, comme j'ai dit, il commence vraiment à prendre de l'XP au niveau du in-ring, où vraiment il a des bonnes transitions et tout. Et je me souviens, j'adore le RKO de fin, où Jeff Hardy veut faire un Twist of Fate, et en fait, les deux, ils dansent ensemble. En fait, ils tournent ensemble, et en fait, au moment où ils se retrouvent l'un face à l'autre, il y a un RKO. Et j'adore vraiment, où vraiment ça fait ultra fluide, où ça fait vraiment une vrille, où les deux, en fait, ils comptent leur finish chacun, parce que c'est des cutters chacun. Hein. Donc, en fait, l'un compte le cutter, qui recompte le cutter, qui recompte, et boum, et RKO. Ça, C'est bien. génial, c'est génial. Ça, c'est bien. Alors, si on est décousu sans être décousu, c'est juste que, comme on l'a dit au tout début de l'émission, la carrière de Jeff Hardy, elle est bizarre. Donc, il y a des moments hauts, des moments forts. C'est pour ça que des fois, on revient quelques semaines en arrière, quelques C'est trucs. ça. Voilà. Là, vraiment, on arrive sur le sa grosse période, là. Voilà, la grosse période. Si ça te dérange pas, on va faire une petite pause. Et comme ça, après, j'enchaîne vraiment tout son run qui va l'amener à devenir champion du monde. D'accord. Donc, du coup, on reprend notre petite pause. Tu m'as dit en off que tu as oublié de parler d'une rivalité En 2007, ouais. avec Umaga. Avec Umaga, qui est vraiment une rivalité bien cool aussi et qui est bien marquante. C'est, en plus, c'est des rivalités où il n'y a pas spécialement de promo. Autant Umaga peut pas en faire, c'est Armando qui les fait. Et Jeff Hardy a pas besoin de faire de promo. Et en fait, les deux montrent qu'ils sont des bons tapés. Et en fait, il y a des moments marquants. Je me souviens que Jeff Hardy nous fait un Bart Simpson, où Umaga, il est en bas des escaliers, que Jeff Hardy glisse sur la rambarde pour lui sauter dessus. C'était vraiment cool. Et il met un super Swanton Bomb aussi, où ils sont dehors dans leur fan skull anywhere. C'est pas le Center Continental, tout ça. Et où il est sur un des camions de régie. Ils sont en dehors, donc du coup, t'as un soleil et tout. Et il fait un Swanton Bomb direct sur Umaga. Mais c'est Umaga qui gagne, non? Parce qu'Umaga, il est invaincu, dans cette période-là. Non, il avait déjà perdu contre Cena, Umaga. Ah oui, c'est vrai que c'est Donc, Cena du coup, qui le voilà, plombe. donc, Alors, du coup, c'est après Cena. Ouais, c'est après Cena. Du coup, en fait, ils se partagent des victoires et des défaites, en fait. Ouais, parce que de toute façon, Cena. Voilà, c'est du booking 50-50. Ouais. Mais c'est une bonne rivalité, en vrai. C'est une bonne rivalité un peu compétitive autour d'un titre. Umaga aussi, on parle des visages de la génération 21. Umaga aussi. Hein. Ouais. Les gens, ils ont un gros souvenir de lui. Hein. Oui, bah oui, big up à Adi. Ouais, ah oui, notre pote qui adore Umaga. Ouais. Puis bon, magnifié aussi par Armando Alejandro Estrada. Ah ouais, il avait le mot manager. Hein. Ah, il avait vraiment le. Ouais. Du coup, On revient en 2008 à son retour. Comme j'ai dit, ça va être là en fait sa À son course, retour. bah son retour de suspension. ah voilà. Et en fait, ils vont se dire bon, on va quand même le mettre. Il est populaire, il vend et tout. Hein, comme j'ai dit, ça me permet de parler d'une autre anecdote où c'est à l'époque où on avait les magazines WWE qui venaient en France. Oui, c'est ce que. Ouais. Voilà, on en parlait un peu en off et vraiment une couverture sur deux, c'était Jeff Hardy. Moi, Quoi. je suis sûr d'avoir acheté Ouais. le premier. Voilà. C'est ce que je te disais tout à Et l'heure. c'est Jeff Je Hardy suis sûr. dessus. Ouais, Il me semble possible. que c'est Ouais. Jeff Hardy dessus. Possible. Et donc vraiment, c'est vraiment l'une des grosses stars parce qu'en fait, c'est ok, le gars a des problèmes perso, mais par contre, sa popularité, Ah, mais il est bankable. voilà, il est trop bankable et en fait, ça reste un projet. Est-ce que ça s'était su je sais qu'après ils vont jouer dans une rivalité avec Matt, hein, l'histoire de la maison cramée, mais est-ce que ça s'est su en vrai? Est-ce que les gens étaient au courant de tout ça? Bah, les gens comme nous, lambda et tout, non.
Non, ouais. Mais je pense qu'au backstage, oui. Non, mais moi je parle même le public, non. Donc c'était Le pas public, trop non. sorti cette histoire Non, de non, fait divers. il me semble que c'était pas sorti, ouais. Ouais. Parce que je sais qu'après ils s'en servent avec. Ils vont s'en servir ouais. avec en 2009. Et en fait, ce que j'adore en fait de ce run-là qui va l'amener à Armageddon 2008, c'est c'est ce que j'aurais voulu qu'il fasse avec Jey Uso. Tu sais, on en avait déjà parlé. Parcours du combattant. En peu. fait, ouais, qu'il n'arrête pas de perdre face au gros champion et qu'en fait, il est à 2 doigts de gagner à chaque fois et qu'il gagne pas, mais qu'il affronte plusieurs fois le champion mine de rien. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait avec Gunther quand même. Il l'a affronté plusieurs fois avant de gagner. Ouais, mais en 2 rivalités distinctes. Ouais. Et donc pas en une fois. Moi, j'aurais voulu qu'il perde à Mania, comme je te l'avais déjà dit, peut-être pour le reprendre réussir à le gagner plus tard. J'aurais voulu qu'en fait le gars, il a perdu une fois contre Gunther, il arrive à gagner le Rumble, tout le monde croit en lui, il arrive à Mania, il perd, et qu'en fait il arrive à quand même à le récupérer, mais plus tard. J'aurais bien voulu, tu vois. En fait, ce qu'ils font en beaucoup trop d'abus avec Sami Zayn. Ah oui. Sami Zayn qui finit jamais par gagner. Ouais, à un moment, Sami Zayn, j'ai peur qu'on passe un jour à côté, ça me ferait chier, putain. Les frissons avec à Montréal, purée. Vas-y. Voilà. Et en fait, Jeff Hardy, ils vont très bien booker cette rivalité, c'est face à Triple H. En plus, c'est une rivalité face-face. Ce qui est rare. Triple H qui est à SmackDown, hein. C'est ça, en fait, Triple H va enfin récupérer son titre face à Orton. Il va être drafté à SmackDown. Ça va devenir le babyface de SmackDown. Champion. C'est là où il crache l'eau quand il sait qu'il est envoyé à SmackDown. Non, ça c'était en 2000, ouais, peut-être, en 2004. Ouais, peut-être, ouais, oui. Oui, il est avec Evolution. Oui, voilà, ouais. Non, là, c'est vraiment, il devient un gros visage babyface, champion, WWE, ça lui va très bien. Il a un très bon run, Triple H à ce moment-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, son gros rival, c'est Jeff Hardy. Donc, comme j'ai dit, face, qui est vraiment rare pour le coup. Et les gens vont kiffer. Et en fait, ils vont s'affronter plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, Jeff Hardy, il échoue. À ça. À rien. À un poil de... À rien. Et en fait, dans la rivalité, on va dire, Jeff Hardy s'agace parce qu'en fait, il n'arrive pas à gagner. Triple H s'agace parce qu'il l'a toujours dans les pattes et qu'en fait, il n'arrête pas de le battre. Et en fait, le mec est toujours là. Ouais. Donc, ça le rend fou. Et les deux, en plus, ils vont être dans des multimans dans le Scramble match où Triple H va quand même finir par rester champion. Et vraiment, Jeff Hardy, il essaie, tu vois, c'est un peu la gimmick que Chris aura plus tard, le One More Match, quoi. À chaque fois, il essaie, il revient, il n'y arrive pas. Et ils vont avoir, en fait, ça va faire une rivalité, on va dire, groupée. Donc, en fait, Vladimir Kozlov est considéré comme aussi un challenger, qui va devenir challenger numéro 1. Très bon catcheur. Non. Et même s'il avait du charisme. Ah, moi, je trouvais qu'il dégageait quelque chose, mais. T'as vu après les photos quand il avait. Ah bah quand il a fait sa période TNA et en tant que mec du cinéma, ouais. il a la classe. Il a la classe. Ça va pas prendre une tarte. Et en fait, on va arriver à un match. C'est censé être un triple threat, donc Triple H champion face à Vladimir Kozlov, face à Jeff Hardy. On arrive le jour du show. Il me semble que c'est des series. Si je dis pas de bêtises ou le pay-per-view d'avant, je sais plus, mais c'est dans cette période-là. Et en fait, Jeff Hardy, ils font une annonce comme quoi ils l'ont retrouvé inconscient dans un hôtel. Ce qui était plus ou moins plausible à cause de certains de ses problèmes. C'est ça. Donc du coup, on sait pas si c'est du kayfabe ou du non kayfabe. Ils en jouent là-dessus. Il va y avoir le fameux match, j'en parle tout le temps, entre Triple H et Vladimir Kozlov. Je récupérerai jamais ce temps. On en fera des t-shirts de ça un jour. Ah ouais, ce match est vraiment pas beau. On mettra ta tête sur le t-shirt. Et en fait, aux 3/4 du match, Vicky Hero, elle fait c'était censé être un triple threat match, donc tout le monde ils font c'est bon, Jeff Hardy est là et tout. Et en fait non, c'est le retour de Edge. Et là Edge qui revenait de s'être fait enterrer par l'Undertaker dans les Hell in a Cell à SummerSlam. Et en fait là il revient. Je me souviens que j'ai un super souvenir parce que il a la classe. Il a un bonnet, il est barbu. C'est une des premières fois où on le voit vraiment barbu. Il vient, il s'intègre au match et il devient champion du monde. Ouais. Il devient champion de WWE. Donc Triple H se fait baiser, Jeff Hardy se fait baiser. Non, Jeff est pas là. Kozlov perd. Ouais, perd. Mais Jeff Hardy intervient, je sais plus si c'est SmackDown d'après ou même le soir même, et qu'en fait on se rend compte pourquoi il est là. Alors, en fait c'était une attaque en fait, il était pas drogué, il s'est fait attaquer en fait. Donc du coup et on pense que c'est Edge. C'est ça, donc du coup ils vont beaucoup en jouer durant les dans les SmackDown, dans les promos. Il y a une promo qui me fait extrêmement rire. En fait t'as Chavo Guerrero, il va voir Vicky. Vicky, en fait, il y a Edge qui part. Il va voir Vicky, fait, mais en fait, vous avez fait comment, toi et Edge? Donc, du coup, ils font du tendancieux. Comment vous avez fait, toi et Edge? Pour attaquer, Non, oui, mais on fait comprendre comment ils ont fait autre chose. Ouais. Donc, du coup, c'est très drôle. En fait, elle fait, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Elle fait, non, mais avec Jeff Hardy, c'est hyper intelligent et tout. Oui. Mais c'est pas nous. On l'a pas fait. Donc, du coup, les gens se posent des questions. Ils se disent, vraiment, Viguero dit que c'est pas eux qui ont attaqué. Et ils font même, je crois, ça arrive dans un peu genre, c'est avant Armageddon, en fait, ils font même un sondage qui a attaqué Jeff Hardy. Oui, ça, je me rappelle. Voilà. Et en fait, Edge gagne à je sais pas combien de pourcents, alors que c'est pas lui, en fait.
Et on va arriver à Armageddon, où Jeff Hardy, en fait, il va se battre comme un beau diable, il va tartiner Vladimir Kozlov pour pouvoir prendre la place de challenger. Vladimir Kozlov va s'occuper de son frère dans le même pay-per-view. Il va battre Matt Hardy, qui était champion de CW, sans le titre, sans rien. Mais il va le battre. Ah, tu m'avais dit que c'était l'un des derniers champions CW, non, un truc comme ça, ou c'était un des bons champions au CW. Un des bons champions de CW, Matt Hardy. Vraiment un des bons champions. Et en fait, Matt Hardy il va défendre Jeff par rapport à Vladimir. Vraiment, comme ils sont en rivalité et qu'il empêche Vladimir d'attaquer Jeff, parce que Vladimir s'est quand même fait enlever son opportunité par Jeff Hardy. Ouais. Voilà, et Jeff Hardy montre beaucoup plus d'attitude, il attaque même Triple H, il pète les plombs, il gâche des matchs en mettant des coups de chaise à tout le monde et tout. Il veut ah ouais, là c'est bon, il en a ras le cul, voilà. Cette place de challenger. Voilà, c'est ça, on lui a enlevé, il a essayé tant bien que mal, et la fois où il était prêt, il a pas pu faire son match. En fait, c'est ça l'histoire qu'on va les raconter. Ce qui est vraiment excellent. C'est bien, ouais. Ce qui est vraiment excellent. Et du coup, on arrive à Armageddon. Triple threat match. Champion Edge, Triple H et Jeff Hardy. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Suri sur Armageddon 2008. Moi, déjà, j'aurais dit, avant de dire ça, je vous conseille d'aller voir le match. Déjà, aller voir le pay-per-view et en français. Ah ouais? Allez voir les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chiro sur ce match précisément. Ah ouais? C'est merveilleux. Franchement. Carrément. Okay. Pour moi, ils équivaut à Jim Ross quand Shawn Michaels gagne le titre et quand Steve Austin gagne le titre, quoi. Ah ouais? Ah ouais. D'accord, carrément. C'est une de leurs meilleures performances. Okay. Franchement, le Jeff Hardy est sur le toit du monde, et vraiment toutes les phrases. C'est un très bon match. Il y a des interventions. Il y a Vladimir qui intervient, il y a Matt Hardy qui intervient. Edge fait toujours son filou. Il y a des bons spots. Et là, pour une fois, alors qu'on se plaint toujours de la façon de filmer WWE, moi je m'en plains tout le temps, où les cuts tous les 2 minutes, où c'est épileptique. Et ben là, ils vont réussir à faire un cut de 20 secondes, mais juste parfait. Parce que Jeff Hardy se fait tanner. On sait pas, il est mort, il est KO. Triple H ou Edge, je sais plus, l'un des deux se met leur prise de finition. Il y en a un des deux. Oui, non, voilà, Triple H arrive à mettre le pedigree à Edge, il fait le tomber, on se dit c'est bon, c'est 3, Triple H va rester champion. Et en fait, on voit Jeff Hardy qui sort de nulle part et qui met la ceinture. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est génialissime. Et donc derrière, Triple H vient de se prendre Jeff Hardy en place sur le dos, il sort du ring, et du coup Jeff Hardy fait tomber sur Edge, et il devient enfin champion de WWE. Et c'est merveilleux. Il était temps. Hein. Alors, il était temps. Et vraiment, allez voir les commentaires de Ajus et Chiro. Allez voir la vidéo de Suri, qui est vraiment très cool dessus. Là, Jeff Hardy, en plus, il pète les plombs. Il est fou. Feu d'artifice, non, un truc comme ça, je crois. Non, c'est Célébration à SmackDown, les feux d'artifice, qui est génialissime. Donc, là, déjà, la célébration à Armageddon, c'est top. Il monte sur le stage. À l'époque, on avait encore des stages designés qui étaient très cool. Donc, il monte dessus. On le voit avec le titre, c'est trop beau. Et le SmackDown d'après, je m'en souviendrai toujours. Mais pourtant, vous avez vu, j'ai quand même taclé beaucoup de Jeff Hardy dans mes anciennes vidéos. Ouais, mais là aujourd'hui, t'es voilà, propre. Hein. Mais moi, il y a des moments marquants avec lui. Et là, vraiment, le SmackDown juste après, je l'avais vu sur NT1 tout de suite après. On le voit, on voit le titre WWE en gros plan. Il baisse la ceinture, on le voit avec ses peintures. J'arrive à Aircom derrière la musique qui se lance. Ils se sont pas servis de cette image-là pour faire un poster du prochain pay-per-view, comme ça. Si, où il a le titre et que lui. T'as vu quand même? Ouais, si, bien joué. Et en fait, du coup, la musique se lance, No More Words, qu'on a oublié de dire, où il reprend la musique des Hardy, mais en chantant dessus. Ah, génial. C'est lui qui chante. Non, c'est pas lui qui chante. Ça ressemble beaucoup à sa voix, en tout cas. Parce que j'ai toujours pensé que No More Words, c'est une vraie chanson. Ah, non, elle est faite par le WWE, mais. D'accord, ok. Mais je sais, là, tu me mets le doute. Est-ce que c'est lui qui chante ou pas? Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre sa voix, donc. Je regarderai à la prochaine pause. Voilà, c'est ça. Et en fait, il fait son entrée, les pyros partout, il vient talk champion, les confettis, enfin la consécration, parce que lui, par rapport à tout ce qu'il a vécu, et par rapport à comment ils ont voulu le pusher, c'était un mec qui devait devenir champion une fois. C'est obligé. Ouais. Tu vois, autant malheureusement, son pauvre frère, lui, ils l'ont jamais considéré en tant que futur champion. Il manquait, par contre, charismatiquement. Ouais, il est très charismatique, Matt Hardy, ouais, mais il est Jeff, pas beau. Jeff, voilà, Matt Hardy est pas beau. Comparé à Jeff Hardy. Jeff Hardy, il a un truc de charme qui touche tout le monde. Je prends toujours cette anecdote, je sais plus qui l'a dit, tu me diras toi, où quand il y avait Matt Hardy qui enlevait le t-shirt, alors quand Lita enlevait le t-shirt, voilà, quand Matt Hardy enlevait le t-shirt, ça faisait haut, et quand Jeff Hardy enlevait le t-shirt, c'était les cris de fille, ouais, c'est la ça. Folie. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est enfin champion, c'est vraiment très cool. Mais ça a été un run court. En fait, je pense que Vince McMahon a dit on va enfin lui donner parce qu'il vend et que les gens machin, mais je pense qu'il y a toujours la peur de ces démons. Le problème, c'est que tu sais pas si du jour au lendemain. C'est ça. Et donc du coup, ils se sont dit on a une histoire à raconter, mais il va pas rester champion longtemps. Et il va rester tellement pas champion longtemps qu'il va pas son titre au Rumble. Donc c'est Armageddon, c'est le pay-per-view d'après. Ah oui, donc il le garde qu'un mois. Ouais, c'est ça, un mois et demi, un truc comme ça. Ouais, d'accord, ouais. Donc c'est un peu con.
dans cette série-là, il a un bon match face à Undertaker que j'adore. À SmackDown, alors? À SmackDown, Ok. ouais, où les deux font du hardcore, où il sort l'échelle, où Puis c'est un rappel de leur match ouais, il y a en mode 7 ans dark, avant. c'est pas le même Taker, c'est pas le même Jeff Hardy, et en fait les deux collent trop bien ensemble. Et parce que je sais C'est plus dommage qu'ils ont pas fait une vraie rivalité. Je sais plus si on l'a dit, mais le Taker Hardy de 2002, c'est Taker American Badass. Et là, le Taker, forcément en 2008, Ouais, 2008-2009, ouais. c'est Taker. C'est le GOAT. C'est le le GOAT. GOAT. C'est le GOAT. Et en fait, on arrive au Rumble, où Edge, forcément, il va avoir son match retour. Ouais. Donc, il me semble que c'est un match hardcore, un match extrême, du coup. Entre Son les deux. retour, Edge, un retour de, parce qu'il était blessé. Non, pas retour. Parce que tu viens de dire, il va faire son retour. Non, Extreme Rule, je voulais dire. Ah. Excuse-moi, je me suis... Voilà, bloqué, parce que dit Edge fait son retour. Non, il fait pas son match retour, j'ai dit. Voilà, Match t'as retour. pas dit. Ah non, il a déjà fait son retour avant. Voilà, c'est ça, c'est il pour est ça que toujours je- là. c'est pour Il vient ça de perdre que- son titre d'Armageddon, il fait son retour. C'est pour ça que tu as dit retour. Voilà. Il fait son, il fait prend son match rematch. retour. J'ai dit Voilà, match son- retour. Ok, voilà. Ouais, t'as pas entendu match. Non, j'ai pas entendu Ouais, match. ouais. Je pense que si moi je l'ai pas entendu, les gens non plus. Au moins, comme ça, c'est Possible. clair. Au moins, c'est clair. Voilà. Donc il fait son match retour. Voilà, donc il demande son match retour, donc on arrive au Rumble. Et là, très bon match. Encore une fois, Ouais. les deux, vraiment grosse rivalité et tout. Et en fait, à la fin, Matt Hardy intervient. Et on se dit, il va aider Jeff. Il va shooter Edge. Il va shooter Edge, en plus avec toute l'histoire de Edge et tout. Il a la chaise en main, et là, PAM dans la gueule de Jeff Hardy. Shock value pour les gens. Ouais, énorme shock value. Hein. Matt Hardy, là, il a limite la tête de Shawn Michaels les mauvais jours. Ah oui. La tête, elle est parfaite. Mais on se dit, on comprend pas et tout, même Edge le regarde, genre... Alors que c'est son pire ennemi, hein. Il lui a volé sa meuf et tout. Et voilà, donc voilà, franchement, là, ça pourrait être chaud, quoi. Et en fait, Edge fait tomber, Ça me fait on devient penser, champion. ça me fait penser à la tête de Shawn Michaels quand il met le coup de pied sur le Taker. Ouais, c'est Tu sais, exactement ça. Avec Chris Jericho. Avec le Switch Music, tu parles. Dans le Chamber. Ouais. Ouais, Le c'est Switch la même Music. chose, c'est la même Il a chose. la tête, ou Chris Jericho même, quand il fait le tomber, Il le regarde, il ouais, le fixe. c'est exactement ça. C'est terrible. Donc, c'est l'abus. Donc Jeff Hardy se fait voler par son frère. On se dit, ouais, c'est horrible. Et c'est un peu bizarre dans cette rivalité que moi j'aime beaucoup, que j'avais déjà essayé de réhabiliter dans la vidéo de Matt Hardy. Jeff Hardy va avoir une opportunité durant sa rivalité avec Matt Hardy, ce qui est un peu bizarre. Ouais. C'est que genre Matt Hardy va pas intervenir dans un des matchs Ouais. Jeff. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que par exemple, alors du coup, c'est là où on apprend que Matt, c'est lui qui l'a. C'est ça, et que pour moi c'est des tout débuts du gros créatif Matt Hardy et limite de Broken Hardy parce qu'il fait des promos sous musique, qui est très bizarre. Où il va dire non mais tu sais tous tes problèmes, parce qu'il avait eu un accident de pyro aussi à la télé. Oui. Il y a eu pas mal de problèmes comme ça. Il y a l'attaque avant son. L'attaque truc. dans l'hôtel, l'accident de pyro, Ouais, et il, pendant se prend son même- entrée. et, il est au bord de se prendre un échafaudage dans la gueule. Ouais, oui. Et en fait, il dit mais tu crois que tout était une coïncidence? En fait, même ta maison. ton Ça, j'aime chien- pas. Ouais, ça. Dans va la un peu maison loin. du chien, j'aime pas. Voilà. Ça va trop. Voilà, et en fait, il dit que c'est lui. Donc, un gros malade mental. Et qu'en fait, Jeff veut pas l'affronter en plus. Il dit non, mais il a Moi- juste pété les plombs par jalousie. Tu me permets un petit. Ouais. Le seul truc que j'aime pas dans cette rivalité-là, c'est qu'en fait, Matt donc l'empêche d'avoir son match pour le titre. Il l'aide face à Koslov. Et Non, mais après. il l'avait aidé avant. Enfin, Oui, c'est non, pour ça. mais non, parce que non, t'as pas dit ça. Ah, si, Thomas, tu t'embrouilles. Alors là. Non, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, on ne sait pas que c'est lui qui attaque, qui l'empêche d'avoir son match pour le titre. Oui, quand Dis il pas se que c'est fait, lui. quand il se fait attaquer dans Voilà. l'hôtel. Ouais. Dans l'hôtel. Mais en fait, le gars, il l'empêche d'avoir le match pour le titre. Après, il l'aide avec Koslov. Ouais. Il le laisse être champion. Et après, au Rumble, il l'empêche. Bah oui, parce qu'il est en rivalité face à Koslov Matt Hardy à ce Bah, je moment-là. trouve ça et que- ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ça quoi. sort de vraiment de nulle part. C'est Surtout, ouais. en plus, les rumeurs à l'époque, ils pensaient que c'était Christian. Le retour de Christian, en fait, que c'était lui qui l'avait. Qui aurait aidé Edge, du coup. qui aurait- Parce que ouais, ça, je trouve, tu vois, non, moi, c'est ça C'est vrai que je niveau disais. cohérence, c'est un peu La bizarre. cohérence, moi, je la trouve bizarre. Même si, bon, après, ça se trouve, quand ils l'ont fait, est-ce qu'ils savaient déjà que quand il se fait attaquer backstage, est-ce que la WWE a déjà prévu que ce soit Jeff Hardy? Ça se trouve, c'est après que ça s'est décidé que c'était lui, hein. Oui. Je serais pas surpris de l'écriture. Oui, Ça se trouve, c'était vraiment pour Christian à la base. Ouais. Et puis après, finalement, oh bah non, on n'a pas d'idée, on va mettre Matt. Parce que ça, c'est possible Ça, aussi. c'est hein. fort possible. C'est ouais. fort possible. Ouais. Mais ça, tu vois, dans la continuité d'infos, je trouve ça bizarre. Ouais. Tu vois maintenant ce que je veux dire? Oui, j'avais pas compris le lien, en fait, quand il dit, il attaque, tu vois. Il l'empêche d'avoir son match pour le titre, il le défend pour qu'il ait son match pour le titre, et Il le défend dans son dans match. son match pour le titre, et finalement, après, il le trahit. Ça, Et même, comme je dis, même la rivalité est bizarre, à part la promo, justement, de Matt, où, justement, il avoue tout et tout, c'est que derrière, on va arriver à l'Elimination Chamber. Ça fait même l'Elimination Chamber qui t'embrouille à chaque fois dans les années. Celui où il y en a deux. je dis rien. Voilà. Donc on arrive au Elimination Chamber 2009 et en fait Matt Hardy n'intervient pas alors que Jeff Hardy est dans le Chamber de SmackDown. Il y a deux Chambers dans le match, dans le show. Alors, je vais essayer de voir si je t'ai bien écouté, c'est celui-là où Edge, il fait les deux. C'est ça. Voilà. En fait, c'est le match commence. Donc d'abord c'est le Chamber de SmackDown pour le titre WWE. C'est les deux qui commencent le match, Jeff Hardy et Edge. Et en fait Jeff Hardy va le battre avant les 5 minutes. Donc avant qu'un autre catcheur rentre.
Donc shock value, Edge est dégoûté, là vraiment il est fou furieux parce qu'il a perdu son titre comme un gogol. Ouais. Et en fait il part, le match continue et en fait Triple H va devenir nouveau champion. Voilà. En battant Jeff Hardy à la fin. Et Edge il va faire et un en fait, petit coucou dans l'autre. Il va faire un coucou dans l'autre, il va défoncer Kofi Kingston et il va prendre sa place. Voilà, ça. Pour devenir champion du monde. Là, tu vois, je suis bon là. Voilà. Là, je suis bon. Et donc à la fin de cette Elimination Chamber là, tu pars avec Triple H d'un côté champion et Edge champion de l'autre côté. Ouais, voilà. Voilà, c'est Qu'en fait, Edge va changer de adversaire. Voilà. Non, d'adversaire. en fait, les titres vont un peu s'interchanger parce qu'en fait, Triple H qui est à SmackDown va partir à Raw pour l'affronter Randy Orton. Et en fait, Edge reste à SmackDown et c'est John Cena qui va être vers SmackDown. En fait. Voilà, ok. Non, mais tu vois, donc, non, mais du coup, je suis content parce que là, on s'est retrouvés. On est bien d'accord sur ce que je disais. Et en vrai fait, qu'elle est un peu bizarre. Voilà. Et à WrestleMania 25, du coup, c'est Jeff Hardy contre Matt Hardy. Et je le redis, je dois être l'un des rares. Moi, j'aime beaucoup ce match. Ouais. Franchement, je trouve que le match est très bon. Le seul truc que je ne comprends pas dans cette rivalité, parce qu'en plus, ça va amener 2 matchs, c'est pourquoi Matt Hardy gagne celui de Mania. Ouais. Mais en fait, les gens disent, est-ce que les gens sont déçus parce qu'ils s'attendaient à mieux, tu crois? Je pense que beaucoup s'attendaient à mieux, ils s'attendaient à plus grandiloquent, parce qu'en fait, comme Matt Hardy, il avoue, est un psychopathe infini, on s'attend Voilà, il est psychopathe. Hein. Ah ouais, le mec. Je pense que les gens s'attendaient à un truc de fou, et qu'en fait, on est tombé sur une rivalité un peu classique, juste de jalousie, alors que quand même, le mec, ouais, il a avoué qu'il a cramé la maison de son frère, quoi. Ouais, ça. Et Ouais, puis ouais. tuer son chien. Et tuer son chien, Exactement, ouais. Donc franchement, les tentatives de meurtre avec les pyros, quoi. Et en fait, le match, moi, je le trouve très bon, c'est un match extrême. Donc en plus... Celui de WrestleMania. Ouais, celui de WrestleMania, Jeff Hardy sort la plus grande échelle qui a jamais existé, machin. J'adore le finish, où Matt Hardy fait un twist of fate avec Jeff Hardy qui a une chaise autour de son cou, mais dépliée. Et qu'en fait, quand il lui met le twist of fate, en fait, la chaise tombe de manière assise. Ça, j'ai toujours bien aimé Jeff dans les matchs avec l'échelle. Et puis, tu te rappelles à l'Elimination Chamber aussi quand il shoot. Non, c'est pas l'Elimination Chamber, le Money in the Bank quand il shoot Edge. Oui. De tout en haut. Non, c'est pas le... ça, c'est le match de WrestleMania 17. Oui, c'est avant. Non, il y a un match aussi. C'est pas lui qui. Quand Edge, il est pour le Money in the Bank, à un moment, c'est lui qui vire Edge du. Il élimine entre guillemets. Oui, quand il fait le saut de l'échelle, le oui, drop, après, on voit. il le pète en deux, ouais. C'est comme ça qu'ils sortent Edge du match, justement. Ouais, les deux, je crois que sont. Les deux sortent. Les deux sont. Ça, c'était. Ouais, où ce bump est complètement stupide, quoi, où les deux s'éclatent. Mais là, comment tu fais pour pas te tuer les robignoles, je sais pas. et les jambes. Tu te rappelles, hein, Ouais, bah oui, ça va se mettre à 23, ça. Ouais, ça c'est bien avant, oui, ça je sais, parce que c'est dans la... Mais de toute façon, les deux sur les échelles, ils ont toujours été trop loin, parce que justement, WrestleMania 17, quand ils sont en match par équipe, et c'est l'image la plus vue de la WWE, où Jeff Hardy tient les ceintures et que Edge lui met un spear, quoi. De toute façon, c'est pas pour rien que t'avais donné l'anecdote à propos du premier Money in the Bank, où c'est Chris Jericho qui dit à Edge, tu n'auras rien à faire, c'est nous qui allons faire le match, toi t'es juste là pour être un opportuniste, parce que Edge ne veut plus faire de gros matchs de l'échelle comme ça. Ouais. Parce qu'il a pris trop cher. Il disait qu'il voulait plus en faire, il le fera après. On va en arriver sur un, justement. Et lui, Edge, il voulait plus, tu avais dit qu'il voulait plus trop. Voilà, on va en arriver sur un, mine de rien. Où ça va être, oui. Donc, du coup, la rivalité continue, c'est bizarre qu'il faut gagner Matt Hardy, je comprends pas. C'est peut-être pour ça aussi que les gens, ils disent que c'est bizarre. Ouais. Parce qu'en plus, on a Mania, quoi. Et puis ça mène rien. Et surtout que Jeff Hardy avait raté le Mania précédent, que les gens sont contents de le voir à Mania, il avait été champion du monde, il est dans une rivalité face à son frère, il est pas champion, et en plus il perd. C'est vrai qu'en un an, il se passe tellement de trucs, suspendu, champion du monde, la rivalité avec son frère qui perd à WrestleMania. Il se passe plein de trucs pour lui. Et derrière, ils ont un match revanche dans un I Quit, où Matt Hardy se débine totalement, parce qu'en plus, Jeff Hardy pète les plombs, il l'attache sur une table, il remet une table par-dessus la table, il monte sur la troisième corde pour lui sauter dessus, et en fait, Matt Hardy I Quit, en fait. Mais il saute quand même ou pas? Il saute quand même. Ah bah évidemment, normal. Évidemment. Non mais tu vois par contre, ouais c'est vrai que et que derrière en fait l'idée Matt Hardy, ils vont la laisser tomber très vite. Oui. Donc parce que la victoire de Matt Hardy à WrestleMania ça sert à rien. Ça sert à rien. Il prend pas de titre rien. Et moi à l'époque j'y croyais. Hein. À l'époque je me suis dit il va peut-être prendre un titre ou machin parce que de voir Matt Hardy Hill comme ça moi j'aimais beaucoup. Quand tu dis prendre un titre tu parles d'un titre mondial. Mondial ouais. Ouais pour moi je pensais vraiment qu'il allait prendre un titre mondial hein, et en fait non pas du tout. Ça servait que dalle. Ça servait que dalle. On tient jusqu'à la fin de son départ parce que là on est en 2009 bien sûr. On coupera. Et en fait l'autre truc marquant en 2009 c'est que il va reprendre sa rivalité face à Edge qui est champion du monde poids lourd. Voilà en fait Edge devient champion du monde poids lourd à l'Elimination Chamber. Oui, il perd face à John Cena et Big Show à WrestleMania 25. C'est John Cena qui devient champion. Ouais. Derrière, il me semble que c'est Backlash, il y a le Last Man Standing où le Big Show coûte le match à John Cena pour la 372e fois. À peu près. Et que c'est un spot aussi ultra marquant, le Big Show il troppe John Cena et qu'il lui met un choc-slam dans le lampion là, dans le spot, dans l'énorme spot lumière où il le passe dedans. C'est un Last Man Standing et en fait Edge redevient champion. Ok. Voilà. Donc patate chaude. De toute façon moi la rivalité
avec les titres de Edge et Cena, j'ai toujours l'impression que c'est la patate chaude, même quand c'est pas la patate Ça chaude. peut être jaune, mais je maintiens que je préfère les rivalités Edge-Cena que les Orton-Cena. Oui, tu l'as déjà dit. Ouais, je maintiens. Sauf quand on rajoute un certain mec dedans, comme Shawn Michaels, tu avais dit, je crois, à un moment, quand il y a Shawn Michaels avec Orton, t'aimes bien. Quand Ouais, il y a c'est ça. Orton-Cena, j'aime bien. Je veux dire, Cena-Michael, j'aime bien. Ouais, et quand Orton Cena, je sais pas, il y a on accroche moins. C'est surtout quand c'est les trois, quand c'est Triple H, Orton, Cena, je suis vraiment pas fan. Et que s'il y a Shawn Michaels qui remplace l'un des trois, j'aime beaucoup. C'est exactement ça que tu avais dit. C'est ça. Et donc du coup, rivalité, je sais plus trop ce qui se passe dans cette année-là, il y a rien de trop important, mais 2009, les amis. voilà, on va avoir un gros match pour, c'est pas pour SummerSlam, si c'est pour SummerSlam, c'est pour Extreme Rule. Donc c'est le match que tu me parlais d'Edge tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Quand Donc, en Edge, fait, voilà, donc c'est le last one entre Jeff Hardy et Edge, match échelle, c'est un bon match celui-là, et Edge il se fait mal, hein. Oui, bah c'est ce que Edge tu il se disais. fait mal, hein. Pour un mec qui voulait plus faire de match de l'échelle. Ouais, c'est ça, il se fait mal. Il prend des bumps, tu sais, sur l'échelle, retourner dans l'autre sens, genre en mode V, et de se faire claquer dessus. Ça fait mal, ça. Et en plus, j'aime bien le spot de fin, est vraiment cool. En fait, c'est les deux sont au-dessus de l'échelle, et en fait, Edge a le dessus, on pense qu'il va prendre. En fait, Jeff Hardy descend un peu de l'échelle, et en fait, il lui tire les jambes. Et du coup, Edge reste bloqué dans un maillon de l'échelle. Oui. Comme ça, avec les bras, genre, bloqué. Non, vraiment comme ça, avec l'échelle des pieds, et en fait, du coup, il a les maillons au niveau des pectoraux, et il est coincé dedans, voilà, c'est ça, ouais. Coincé dedans, et c'est pas mal, ça. Voilà, c'est vraiment bien, ça j'aime bien. Et Jeff Hardy redevient enfin, il devient une fois champion du monde poids lourd, donc un autre titre de champion du monde, et ça va pas durer. Ah non, là, pour pas durer, ça va pas durer. Pas durer du tout, parce que Fireburn sera entendu dans l'arène, arrivée de CM Punk, cash-in. Ouais. Qui est face. Techniquement, CM Punk est face, mais il cash-in quand même. Il cash-in. Un mec qui vient de se battre. Voilà, dans une tuerie, dans un match échelle. Le gros GTS, 1, 2, 3, CM Punk est champion du monde poids lourd. Pour la deuxième fois. Il a réussi ces deux cash-in pour le coup. Et, il avait pas gagné 2 fois le Money in the Bank. Bah si, il avait gagné celui de l'année d'avant. Voilà, il avait cash-in sur Edge. Il avait pas pu défendre son titre dans le Scramble parce qu'il s'était fait punt par Randy Orton. Ouais. Et là, il a gagné celui de WrestleMania 25, et en fait, là, il cash. Il y a encore Edge dedans. Hein, ouais, c'est ça qui est rigolo. Mais j'aime bien ces duos de Money in the Bank, je trouve ça cool. Ouais. Et la rivalité, et ça lance la grosse dernière rivalité de Jeff Hardy en son départ. Elle est génialissime, parce que du coup, là, on va enfin se rendre compte que CM Punk, il est exceptionnel, parce qu'on ne savait pas à l'époque. Il avait son passage de face lambda, il a tourné dans les limbes, il a machin, c'était vraiment, il voulait pas s'en servir. Et en fait, il a réussi à convaincre McMahon, il lui avait dit déjà depuis très longtemps, laisse-moi être heel. Ouais. Et tu verras. Il faut que Vince voulait pas le voir heel à la base. Voilà, de base. Et en fait, il fallait le mettre heel. Et là, il va se révéler totalement. Il a l'adversaire parfait. Parce que Jeff Hardy, justement, parce que ça que j'aime bien, en fait, c'est un heel. CM Punk, c'est un des premiers. C'est comme Daniel Bryan vegan. Ça veut dire que en fait, c'est les mecs, sur le papier, ils ont raison. Mais en fait, ils sont tellement odieux de la manière dont ils ont raison que tu veux pas être derrière eux. Tout part de heel, normalement, il doit avoir une part de vérité. Mais là, parce que du coup, au début, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il dit, il est toujours face, il fait, mais non, machin, ça reste compétitif et tout. Et Jeff Hardy, il fait, fous de ma gueule, tu m'as quand même baisé, quoi. Donc, si tu voulais être compétitif, t'aurais fait comme Van Damme. Voilà, tu serais venu me défier à la fin du show, t'aurais donné ton match, il n'y aurait pas eu de souci, quoi. Voilà. Tu fais, oui, mais, en fait, au bout d'un moment, il montre que c'est un vrai pourri, hein. Donc c'est un peu que tourne heel, et il fait non mais de toute façon pourquoi je respecterais un mec comme toi, t'es un gros drogué, t'es un gros machin. En fait il va jouer là-dessus parce que comme le truc de la vie de CM Punk c'est straight edge et que c'est dans sa gimmick, en fait ça va donner un extrémiste straight edge. Ça veut dire que vraiment il refute tous les gens. Straight edge. En fait c'est juste avant la création de la Straight Edge Society où il va devenir le gourou de gens qui prennent pas de drogue, pas d'alcool, mais en étant complètement tapés. Oui. Voilà, donc c'est les prémices de ça en fait. C'est Jeff Hardy va amener à ce personnage du Straight Edge Society. J'ai pas osé te poser j'ai pas osé le dire parce que j'avais peur de me planter dans Non, c'est exactement ça. T'aurais pu le dire du coup. Je voulais pas me planter. Voilà. Et ils vont avoir une série de plein de matchs ensemble. Donc, juste après, ils vont s'affronter à The Bash. Ça va finir par disqualification. Là, il est encore face, c'est un peu qu'il tourne. Après. Ouais, voilà. C'est toujours un peu, voilà. En fait, c'est lui qui va se faire des culs et en fait, là, Jeff Hardy fait ouais non, là, t'es vraiment un connard. Il aurait pu perdre et il se fait disqualifier. Il me semble que c'est ça. J'ai plus trop le souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais il me semble que c'est ça. Derrière, donc Rohil, là, c'est vraiment et en plus, c'est vraiment les gens sont à fond derrière Jeff Hardy, détestent CM Punk parce qu'ils s'en prennent leur truc, ils s'en prennent à leur héros, donc vraiment c'est. Et les gens, quoi qu'il arrive, Jeff Hardy, ils l'ont jamais abandonné. Voilà. Et il y a un moment, je sais plus c'est à quelle fin du pay-per-view, le SmackDown d'après. CM Punk, il va tellement baiser le public, c'est génialissime. T'as la musique de Jeff Hardy qui retentit, tout le monde est content. Et en fait, c'est CM Punk, il est déguisé en Jeff Hardy. Complet. Les peintures sur le visage, les brassards, les mêmes tenues, et c'est génial, quoi.
Vraiment pour dire, hé, hé, voilà. Je me rappelle pas de ça, tu vois. Tu te rappelles pas? Ah, Non. c'est génial. Et en fait, ils vont avoir un match à Night of the Champions juste après. Vraiment, ils vont s'enchaîner 3-4 pay-per-view. Ouais, c'est ce Donc, qu'on a regardé. Ouais. c'est vraiment une rivalité suivie. Et là, Jeff Hardy va le battre. Donc Jeff Hardy devient, pour la deuxième fois, champion du monde poids lourd. Ouais, parce que la première fois, ça compte. Enfin, avant le cash-in, ça compte pas vraiment. Bah si, ça compte. T'es Bah quand même ouais. champion, même Bah si ouais, tu le c'est féminine, pour ça compte. ça. Ouais, mais encore une fois, Jeff Hardy, à la WWE, tous ces titres de champion du monde, ça dure pas longtemps. Ah bah là, c'est. Oui. Parce qu'entre Night of the Champion et SummerSlam, il y a qu'un mois. Ouais. Il y a qu'un mois. Et excellent match, main event de SummerSlam. On leur donne le main event, hein, ça prouve. Et il y a du John Cena, il y a tout ça hein, dans le show. Hein. Le main event, c'est CM Punk contre Jeff Hardy pour le titre poids lourd. TLC match. Celui-là, vous pouvez aller le regarder. Franchement, allez le voir. Il est génial. Donc, SummerSlam 2009. J'adore ce match. Parce que les deux, c'est des grands malades. Il y a des bums sur les arêtes des chaises. Ça pique, ça. Ça pique. Hein. Les backbreakers sur les chaises dépliées, là. Il y a un gros swanton du haut d'une échelle avec Serduen sur la table des commentateurs, forcément. Vraiment bon match. Mais, malheureusement, le héros va perdre à la fin. CM Punk va gagner. Donc, les gens dégoûtés. Mais par contre, ils vont être contents, parce qu'en fait, CM Punk n'aura pas le temps de célébrer son match jusqu'au bout. Les lumières s'éteignent, apparaissant d'Undertaker sous ses jambes, couché. Il se relève, chokeslam, boum, et en fait, il lui annonce que ce sera le prochain. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Ouais, donc il a pas trop le temps de faire le malin. Et c'est ce que ça rentrera dans l'aigreur de CM Punk, parce qu'en fait, le Taker, il va y avoir un Nell entre les deux, où en fait, limite, il va se faire squash CM Punk. En fait, le Taker va arrêter le push de CM Punk beaucoup trop vite. Ah, c'est pour ça que CM Punk, il en a voulu pendant un petit moment au Taker. Aussi, ouais. Ok. Voilà. Parce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause. Bah attends, j'ai pas. Ah, pardon. Et on peut faire la pause après parce qu'il faut quand même parler du dernier match de rivalité. Ah, bah alors, oui, non, je croyais que c'était fini. Ah, ouais, Autant pour moi. ouais. Vas-y, Le parfait. dernier match de rivalité, ce sera SmackDown. Et c'est ce qui amène à son départ, c'est qu'en fait, Jeff Hardy fait non, je veux encore t'affronter, machin. Et en fait, c'est pas qui fait d'accord. Mais par contre, tu mets en jeu. Si tu mets en jeu, bah ton contrat. Ouais. Ça veut dire que si tu perds, tu quittes la WWE. Le perdant quitte la WWE parce qu'on peut pas se supporter dans la même fédération de toute façon. Ouais. Donc du coup, en fait, le perdant doit quitter. Et Qui c'est qui gagne? C'est un match en steel cage. Ouais. Bon match. Encore une fois, hein, les deux ensemble, ils ont vraiment une bonne chimie. Hein. Franchement, CM Punk, Jeff Hardy, c'est du bonbon. Hein. Moi, j'aime vraiment bien. Moi, je voulais te poser une question. CM Punk, il s'était déjà rasé la tête ou pas encore? Non, il est d'abord gourou avant de se raser la tête. Ah, c'était pas quand il devient gourou qu'il se rase la tête, c'est un peu plus tard? Ben non, parce que Tu vois, justement. c'est pour ça que je me rappelais plus. Non, parce qu'en Street Society, souviens-toi, c'est Jésus. Il a les cheveux longs avec l'énorme barbe. Et que justement, il rase la tête à tout le monde. Et qu'il a que des chauves avec lui. Et que lui il garde c'est les cheveux longs. barbe. Et c'est plus tard qu'il se rase. Donc là, il a pas encore laissé pousser la barbe. Là, il est classique comme on l'a toujours connu. Mais ouais, il est prémis dans le personnage. Voilà, il est prémis dans le personnage. Et c'est après où il va se laisser pousser les poils du torse, la barbe, où il va être dégueulasse. Voilà, où je trouve génialissime. Mais et il va se faire raser la tête à la fin de la Street Society. D'accord, ok. À la fin. Et donc ce match, ouais, est génial. Mais Jeff Hardy perd. Et en fait, beaucoup de fans pensent que c'est une storyline et qu'il va revenir. Non. En fait, c'était vraiment la fin de son contrat. Donc là, on est d'accord, il se fait pas virer. Ouais, non, c'est la fin de son contrat. Voilà, il veut pas signer, il Voilà, arrête. c'est la fin de son contrat. Ok. Et du coup, il part pour de nouvelles aventures. Yes. Allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour lui maintenant? Alors, il va faire pas trop d'apparitions, il me semble, peut-être 1 ou 2 matchs à Ring of Honor. Peut-être prendre un peu de repos. Prendre un peu de repos, ouais, justement, avec tout ce qui s'était passé et tout, peut-être c'est un peu posé. Parce que, en fait, on sait, et on va y venir, que ces démons vont commencer à... Bon, on va arriver vraiment au plus gros passage de ces démons. Voilà. Après, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Médiatique, ouais. Voilà, médiatique. Où là, ça va être su. Voilà. Et en fait, il va faire un retour. Surprise, on s'y attendait pas du tout, à la TNA. T'oublies pas de me faire l'anecdote aussi dans le diner. Ah, j'oublie pas. C'est après ça, il me semble. Ouais, de toute façon... C'est après Victory Road. De toute façon, tu peux la faire n'importe... Oui, de toute façon, tu peux la faire quand tu veux, parce que c'est plus sur ce qu'il dit que c'est intéressant. Voilà. Donc, il arrive en pleine ère Bischoff Hogan à la TNA, donc on commence le déclin de la TNA, j'en parle assez souvent. Hein. Très bonne ère. Ouais, voilà. Il y a pas Rousseau dans le lot aussi qui est venu booker? Je sais plus à quel moment Rousseau. Mais il est venu aussi booker, Rousseau. Ouais, on a appelé tous les pires. Hein. Ah, vous avez coulé une fédération et utilisé du pognon de manière complètement stupide. Si on vous appelait. Pognon qui n'était pas à vous. Qui n'était pas à vous. Voilà, la Dixie Carter, je sais pas ce qu'elle avait signifié pour accepter ça, mais bref. La même chose qu'avant de se prendre à la prise de finition de Bob Array. Ouais, de travers une table. Et on est en mars 2010. Énorme retour de la TNA. Destination X, le pay-per-view. Et en fait, Jeff Hardy attaque et j'essaie. Mais là, c'est plus le même Jeff Hardy que quand il est parti en 2006. Là, c'est une star mondiale, presque mondiale du catch. C'est ça.
Et en fait, il s'en prend à AJ Styles, mais en tant que face, tu vois, c'est juste parce que AJ Styles est dans le clan Fortune avec Ric Flair, donc AJ Styles est heel. Voilà. C'est la période où ils veulent faire. Non, c'est pas là, AJ Styles, un nouveau Ric Flair. Si. Ah ouais, c'est bien Si, ça. où c'est Ça aussi, tiens, tu vois, c'est une bonne idée. Voilà, c'est le clan Fortune. Ouais. Voilà, donc alors que c'est qui dans le clan, c'est Ric Flair, AJ Styles, Frankie Kazarian, et le dernier, je crois, c'est James Storm, si je dis pas de bêtises. Non, mais ça, c'est bon, ça. Bah, en fait, le clan, j'aime bien dans l'idée. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que AJ Styles, vous êtes pas obligé de le grimer en Ric Flair, quoi. Ah, c'est n'importe Donc, quoi. il venait avec la robe de chambre de Ric Flair. Ouais. Ils avaient tenté de le mettre en blond. Ouais. C'est pas resté longtemps, parce qu'en fait, il y a eu un bashing. Il faisait les prises en 4. C'est des bonnes idées, hein, à cette époque-là. D'ailleurs, moi, j'ai un petit pavé acheté encore tout à l'heure quand on parlera de Victory Road. Ouais. Il va avoir les débuts de rivalité super cool, par contre. Du coup, face à AJ Styles qui est champion. Il va être Ça va être sympa, ça. Ouais, c'est sympa. Il va avoir, c'est une rivalité qui va se suivre plus tard sur les années avec Mr. Anderson, l'anciennement Mr. Kennedy. Si on a des petits trous sur la TNA, c'est parce que j'ai pas suivi à fond. J'ai pas suivi à fond. Et Kurt Angle. Bon, là. Et là, on arrive en octobre. Donc, en fait, il a de mars à octobre en tant que face, on va dire Buzz WWE. C'est le Jeff Hardy qu'on connaît. 2011, c'est ça? Non, 2010. 2010. On arrive en octobre 2010. On arrive à Bound for Glory, qui est un des gros pay-per-view. C'est des plus connus, hein. C'est Slammiversary, Bound of Glory. C'est lequel l'équivalent de la WrestleMania? C'est Slammiversary. C'est Slammiversary, ouais. Bound of Glory, c'est vraiment considéré comme un gros aussi. Ouais, c'est. Et là, il turn. En fait, Jeff Hardy trahit les fans. Il s'associe. C'est pas facile à dire. S'associe on va dire, au Cerbère. J'ai envie de dire ça. Voilà. Hogan, Bischoff, Jeff Jarrett. Oui, parce que tu me disais en off que Hogan ne peut plus combattre, mais il se met toujours en avant. C'est ça, en fait, c'est légèrement. Hein. Ouais, c'est le clan Immortal. Donc en plus, on donne le surnom de Hulk Hogan pour le clan, hein, évidemment. Et en fait, par contre, c'est pas bien. Les gens, mais par contre, le packaging de Jeff Hardy et on va dire sa nouvelle gimmick, j'aime bien moi. Ça colle bien là-dedans. Je trouve ça cohérent. Il devient donc il va se couper les cheveux, il aura plus trop les cheveux longs, il aura les cheveux un peu les mèches mi-longues vers l'avant et tout ça, ultra dark. Et en fait, son surnom c'est le Antichrist of the Professional Wrestling. D'accord. Donc ça devient vraiment l'Antichrist du catch. Il va avoir des segments où il est en train de fumer des clopes. En plus, où vraiment on le voit avec des clopes, machin, genre en mode ultra dark. Ouais, des cigarettes, machin, des cigarettes. Emprunteur au Vendôme. Ouais, tiens, celle-là, c'est moi qui te l'ai roulé, c'est voilà. de la bonne. Et en fait, dans un triple threat, il va réussir à devenir champion en battant Anderson et Kurt Angle. Donc champion du monde, TNA. Champion du monde TNA, et il va custom la ceinture. Donc la ceinture, moi je la trouve, elle fait un peu jouer, mais du coup en fait c'est son logo à lui, quoi. C'est la tête de Nero, de Willow. Elle est dark la ceinture, machin. C'est vraiment le dark Hardy, quoi. Et comme c'est l'image du coup avec Hulk Hogan, on lui met une rivalité un peu plus tard, c'est ça? Avec Sting? C'est un peu après. J'ai quelques anecdotes par contre, c'est que vraiment Bischoff et Hogan, ils voulaient faire un énorme choc médiatique. Parce qu'en fait, je rappelle qu'ils ont raté leur Monday Night War. Alors juste, parce que des fois je dis des conneries, on est bien d'accord que quand ils lancent le Monday Night War, c'est là où à Raw en face, t'as Shawn Michaels et Bret Hart qui se serrent la main. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc du coup, déjà, ta shock value, c'est rien comparé de ça. Oui. Et l'autre anecdote que je voulais donner, c'est que, on l'a dit, c'est que Hardy commence vraiment à montrer des signes de problèmes personnels à fond. Fatigue, comportement instable. C'est vraiment là où ça commence à fond. En étant champion. En vrai, là, tu parles. Ah oui, là, en vrai. Là, c'est en vrai. Ouais, comme quoi, ça va de moins en moins. Et donc, du coup, en fait, quand on le voit à la télé, on voit vraiment que son agenda est dans ses yeux, et donc, du coup, ça rentre dans son personnage. Tu sais, j'ai envie de me permettre un point. Quand il a eu son gros problème, alors, avec la perte de son chien, la perte de sa maison, il était à la WWE. Tu catches tous les jours, tu machin, t'es sur la route. Il avait peut-être pas eu le temps encore de le percuter. Ouais. Tu sais? Après, il y a eu cette TNA, on sait que les mecs sont un peu plus libres. Voilà. Et puis, est-ce qu'il avait pas tendance à appeler son pote Rob Van Dam pour certains petits trucs? Et puis voilà, quoi. C'est dommage. Voilà. Et avant Victory Road, qui là, c'est 2011, voilà. Ce qui arrive en mars, il va avoir des matchs pour le titre face à Mr. Anderson, j'avais dit, Rob Van Dam et Sting. Et en fait, Sting va réussir à lui reprendre le titre au pay-per-view d'avant. Et en fait, là, c'est Jeff Hardy. Est-ce qu'il va réussir à battre la légende? Est-ce qu'il va laisser tomber Immortal? Tu vois, il y avait pas mal d'histoires. Est-ce que vraiment il va revenir dans le bon côté?
Et de toute façon, quand il vient faire son entrée, justement, il est pas trop en antichrist, il est plus en Ah, charismatique Victory Enigma. Road, tu parles? Ouais, il est plus en charismatique Enigma. Et là, c'est catastrophique parce qu'en plus ça a été diffusé. Ils ont rien fait pour, encore une fois. Merci Bischoff. Alors, vas-y, Merci. donne bien le contexte. Le contexte. Donc on est dans le main event. C'est donc on a dit c'est Sting contre Jeff Hardy. C'est obligé qu'ils l'ont vu en backstage avant. En fait, Jeff Hardy, il est totalement intoxiqué. Il est démis. Il est démis, il est déglingué. Alcool, drogue, un peu tout, non? Ah, on sait pas trop, mais on sait pas. On sait pas normalement, trop. il est pas en état de catcher. Il parle d'état de catcher. Et en fait, ils vont laisser main event, alors qu'ils auraient pu changer. Et ils auraient pu dire qu'il est attaqué backstage et puis envoyer un autre mec. Un autre mec, c'est ça. Ils auraient pu appeler, je sais pas, Samoa Joe, n'importe qui. Hogan. Voilà. Non. Non? Et donc, du coup, en fait, Jeff Hardy fait son entrée. Sting est déjà dans le ring. Oui, Sting, il est dans le ring. Hein. Sting, il rentre en premier. Jeff Hardy fait son entrée, et là, on voit que ça va pas. Il tient pas debout. Il tient pas debout. On a l'impression qu'il joue sur son personnage, mais là, on voit quelque chose qui va pas. Il a failli se taper le poteau Voilà, du ring. c'est ça. Il arrive près du poteau, il est au bord de se le manger en plein crâne parce qu'il tire pas debout. Il rentre dans le ring, et là, Bischoff vient. Et en fait, Bischoff, il va voir Jeff Hardy vite fait, il va voir Sting vite fait, et il dit le match aura quand même lieu, machin. T'as vérifié que ça allait pas là, non? Donc du coup, moi, Ouais. j'imagine qu'il a été voir Bischoff pour lui dire, il a été voir Sting pour lui dire abrège. Là, en fait, il peut pas. Sting, on le voit à sa tête, il a beau avoir le maquillage en... C'est quoi ça? Cloche sonne. Le Jeff Hardy essaie d'aller vers Sting, je vais l'attraper, défoncer. Sting le retourne, il lui fait son finish, il lui fait le strap on death drop, donc son reverse DDT. Il lui fait tomber de gros porcs pour pas qu'il se dégage, vraiment il met tout son poids, il lui attrape les jambes. Et puis Sting, c'est un beau bébé. Voilà, il fait tout son poids, 1, 2, 3. Sting reste champion. Le public doit être très content. Le public, une réaction immonde. Jeff Hardy, on le voit, j'aurais pu. Vraiment, genre, il sait pas où il est. Il se dit, j'aurais pu gros match. Vraiment, il est pas sur notre planète, quoi. Vraiment, le pauvre. Vraiment, c'est la pitié absolue. Et en fait, Sting se casse, il en a plein le cul, il se barre sur la rampe. Il parle avec Et le en fait, public. Ouais, voilà, c'est et le ça. public, t'entends des chants bullshit. Et lui, il acknowledge le truc. I agree. C'est vrai. Et même lui, il dit, c'est de la merde, c'est quoi ça, quoi. C'est Moi, honteux. j'ai une certaine idée de me dire que Bischoff, il a dû voir dans les backstage avec Hogan, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'Hogan, il a dû se dire, souviens-toi, souviens-toi Halloween, non. Merde, moi, le pay-per-view de la WCW. Starcade. Souviens-toi Starcade dernier, enfin, en 97. Vas-y, on laisse Sting passer pour un con. Ouais. Je serais pas surpris que le Hogan. Là, c'est vraiment théorie du complot. Je suis presque surpris que le Hogan, il ait dit, vas-y, tiens, torle. Ouais, mais là, c'est dégueulasse. Mais c'est pas, parce qu'en fait, c'est ni à faire, ni fait ni fait à faire. ni Parce que, il faut pas le faire. parce que là, vous avez votre pauvre star qui est au bout de sa vie et machin. Là, il fallait l'aider. Fallait pas le laisser s'humilier à la télé. Et donc, du coup, c'est vraiment considéré comme le moment le plus embarrassant de la Tu télé. humilies Jeff Hardy, Sting, la fédération. personne s'en grandit, Ouais. le public Il pète un câble. dégoûté. Et comme on dit, hein, quand ta fédération, tu perds en overness, pour la récupérer, Ouais. tu peux y aller. Hein. Et du coup, Hardy, après ça, suspendu indéfiniment et envoyé en cure. Ouais, bah il était temps. Voilà. Donc là, ils ont mis le pognon. Donc la pour l'envoyer. TNL décide de t'envoyer en cure, Cure, c'est que c'est tu dois vrai. être dans un sacré état quand Ça même. fait état. Du coup, je vais raconter l'anecdote que tu voulais que je raconte. Ouais, J'en avais un peu parlé dans la vidéo de Matt Hardy, là, je vais la redire. parce que c'est dans la période là. C'est la période là, c'est une vidéo qui sort sur les réseaux. T'as les deux frères Hardy sont dans un diner. Un diner dans une ville américaine, on sait pas où. Et pareil, je pense que ils se sont enchaînés pas mal de litrons d'alcool. Ouais. Ils sont démis, ça se voit. Les yeux de Matt Hardy sont même pas ouverts. Quoi. Là, il est Et pourtant, Matt, on savait moins hein, l'histoire d'alcool. Hein. Ouais. Et en fait, les deux, ils commencent à bâcher la WWE. Vraiment, Matt Hardy, machin, vous êtes des gâchis, des gna 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 gna. Et Jeff Hardy fait, je vais vous parler, moi, de votre star, là. Votre CM Punk, là. The Straight Edge Man. Ah, c'est bien. Ah, toi, tu parles que t'es straight edge parce que tu prends pas de produit, hein. Mais c'est qui t'a fait, rappelle qui c'est qui t'a fait, hein. C'est le grand Jeff Hardy qui t'a mis en avant, hein. Sinon, tu n'étais rien, machin. Et en fait, il vomit sur CM Punk comme ça, gratos, quoi. Et c'est lunaire, cette vidéo. Parce qu'après, ça coupe, tu vois, vraiment. Ils sont avec leurs amis dans le diner, et en fait, je sais pas pourquoi cette vidéo a été diffusée, quoi. Bon, je pense que c'était pour faire un petit peu chier la WWE quand même. Ouais, peut-être machin. Ouais, mais sauf que là, les gars, en fait, vous faites chez personne, vous montrez juste que vous êtes
que vous faites pitié, quoi. Ouais, là, ouais. Parce que là, vraiment, ils se sont déglingués, quoi. Mais là, maintenant, il a encore été... ils l'ont encore remis tout en haut, la TNA, ou quand même... Ouais. Ils ont quand même... Ils vont quand même le remettre, justement. Il va faire son retour en 2012. C'est son pire truc, là. C'est son pire truc. C'est vraiment, médiatiquement, c'est son pire truc. Et en fait, en 2012, on va passer assez vite. Hein. Et parce qu'il y a encore 13 ans de carrière. Hein. Ouais, c'est ça, je vais pas retracer toute la carrière TNA, mais il y a vraiment des trucs à aller voir. Donc en fait, il revient été 2011, mais il va commencer sa rédemption en 2012. Il va avoir des bonnes rivalités face à Bobby Roode, qui va devenir champion mondial. Là, il est présent. Ouais. Il y a plus d'histoire de no-show, machin. Très peu de no-show et tout ça. Vraiment, moi, j'aime beaucoup en 2012 sa rivalité face à Bobby Roode. Parce que, mine de rien, heureusement, je soulève quand même Bischoff, Hogan, des fois, il y a quand même des trucs à peu près corrects. C'était glorieux. Bien joué. Mais moi, j'aimais bien Bobby Roode à l'époque. C'était vraiment un des catcheurs de la TNA que j'adorais. Moi, ça fait partie de ces mecs qui a dit, quand il s'est blessé, il a pu parce il pouvait revenir sur le ring, il a plus envie de venir. Ouais. Il a voulu travailler dans les backstage. S'il est en paix avec lui-même. Mais là, c'était enfin son push. Parce qu'en fait, ça a été longtemps le catcheur par équipe. Il a eu 2-3 fois des pushs qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, il se trouve son personnage, c'est là où il va se couper les cheveux, parce qu'il avait les cheveux longs avant. Et il va devenir le Hit Factor. C'est pas lui qui a une musique de Johnny Cash remixée? Non, c'est James Storm, il me semble. C'est James Storm. C'est son personnage. C'est son ancien partenaire. C'est James Storm. De Beer Money. Ouais. Voilà. Et en fait, Bobby Roode va devenir un peu classieux. Un peu le personnage qu'il va justement avoir après la WWE. Et en fait, ça va être vraiment un champion un peu imbattable, ultra compétitif. C'est lui. Et ce sera le Hit Factor, quoi. C'est lui presque la copie de Ric Flair avec le long. Ouais, bah c'est ça. C'est à peu près le même principe. Et Jeff Hardy, il aura pas mal de matchs face à lui. Ça va être cool. Il va avoir des gros matchs face à Kurt Angle et en fait montrer que c'est un bon catcheur maintenant. Ah ouais. Vraiment. Puis Kurt Angle. Qui va suivre du Kurt Angle dans du technique et tout. On est d'accord, mon Messiah. Hein. Là aujourd'hui, Jeff Hardy, ok, la TNA aussi est moins. Kurt Angle, on fera tout. Kurt Angle, on est d'accord. Je bosserai, je ferai tout. Parce que j'avais suivi tous les matchs de pay-per-view de Kurt Angle à l'époque. Beaucoup, pas tous, mais une grosse partie. Mais je suivais pas forcément toutes les storylines et tout. Là, je vous promets, j'irai bosser. Ouais. Voilà. T'as bossé aussi aujourd'hui, mais Kurt Angle, bossé, mais en fait, le truc, ce qui est trop bizarre dans ce run de TNA de Jeff Hardy, le Immortal, c'est quand même marquant, ce qui amène la Victory Road. Et en fait, jusqu'à Brother Nero, je trouve que c'est un peu oubliable. Ouais, parce qu'après, en fait, on retrouve son parcours. En fait, c'est en parallèle avec son parcours WWE. C'est ça. T'es au milieu, t'es en mid-card, t'as des bons matchs, mais d'un autre côté, voilà. T'es pas au sommet. Ouais, mais comme je te dis, il va avoir une vraie rédemption parce qu'en fait, en backstage, il va être ultra apprécié par les gens. Ils vont dire qu'il est devenu fiable et clean. Oui. C'est fou quand même. La Désintox, ça a vraiment bien aidé. Hein. Et c'est pas lui qu'on avait expliqué aussi quand il avait eu des enfants, ça a commencé à le soigner ou un truc comme ça? Il me semble, ouais. Il me semble qu'on l'a. Mais après, il va avoir d'autres périodes down, hein. Ça va lui arriver de temps en temps. Mais plus aussi hard que durant la période Victory Road. Et en fait, même Dixie Carter, en fait, elle a dit, c'est bien, t'as fait l'effort de te soigner et tout. T'es vraiment un bon vendeur. Bah, du coup, on va te mettre en avant parce qu'en fait, t'es une grande star. C'est cool, ça. Ouais, donc c'est cool. Donc c'est pour ça qu'il va redevenir champion en 2012. En battant Austin Harris. Très bon match aussi. Ouais. Et en fait, en 2013, il va se blesser plusieurs fois. Ouais, assez gravement. Il va faire partie un peu de la rivalité de la gimmick des 6 and 8 qu'on avait déjà parlé. T'es presque sur 17-18 ans de carrière. Voilà. À un moment, ton corps, il peut lâcher aussi. Hein. Voilà. Et en fait, il va se péter le genou et le dos dans un match face à Bully Ray. Ok. Mais en même temps, après un saut de cage, il me semble. Ouais, un truc improbable. Voilà, c'est ça. Quand il va revenir en 2014, on va le laisser sa créativité. On va lui dire, vas-y, ça te fait plaisir. On sait que c'est ton personnage depuis que t'es enfant. On va te laisser le faire à la télé. Donc, il va intégrer Willow. Oui. Les gens ont pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Voilà, donc c'est un alter ego qui est masqué, mystérieux, vraiment. C'est vraiment le. C'est avec Matt. Pas encore. Pas encore. Le truc, c'est que c'est vraiment, comme j'ai dit, ça vient de son enfance et de son adolescence, ça vient d'une gimmick qu'il avait à la Omega. C'est bien perché, ouais. À la Omega, c'est bien perché. Et en fait, ça a amené en plus beaucoup de débats dans les créatifs et dans les officiels. Parce qu'en fait, il y en a, ils trouvaient ça sympa parce que ça sortait du lot et c'était original. Ouais, et d'autres, ils disent, ouais, mais en fait, les gens veulent voir Jeff Hardy, donc en fait, c'était ultra partagé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Voilà, ils savaient pas ce qu'on en faire, mais il va y avoir des rivalités face à des bons gars. Donc, un des mecs qui voulait pusher aux étoiles et qu'ils ont poussé aux étoiles, EC3. Oui. Donc, Ethan Carter 3, qui était en plus, lui, c'était le neveu de Dixie Carter dans les storylines, tu vois. C'est pour ça qu'il s'appelle Carter. Voilà. J'ai toujours eu un peu de mal avec lui. Moi, je l'adorais à l'époque TNA.
Alors, quand il est revenu à WWE et tout, lui c'est aussi Scott Steiner-like, ça veut dire il peut plus bouger. Ah puis moi, je suis désolé. Et il rentre peut-être aussi dans l'archétype des mecs qu'il faudrait qu'ils se taisent. Ah, il Mais a, voilà. il a un peu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Moi, je trouve qu'il a un peu un regard de bovin. Je suis désolé. Mais justement, la TNA pas trop. Il faisait vraiment beau gosse, Ouais. beau gosse arrogant et pas très fut-fut, mais qui a de l'argent. Mais tu sais qu'après, il fait un retour à la TNA où il est devant un tableau ou assis sur une chaise. Putain, quand je regardais, je me dis non, mais en fait, je suis désolé, hein. J'aime pas critiquer les gens. Enfin, si, j'aime bien, mais lui, je me dis, waouh, le mec, c'est pas possible, il a un cul négatif. On en parlera un jour, je pense, dans une vidéo. Ah, on en parlera forcément un jour, ça, je te le confirme. De l'affaire NWA entre Tyrus, ancien membre du Sclé, EC3, le truc qu'il y avait peut-être avec Braun Strowman qui aurait pu avoir, là, leur contrôle du narrative. Ouais, on en discutera. On en parlera. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ça, on en parlera parce que c'est quand même glorieux. Ça, on en parlera. Donc du coup en fait en Willow donc il y aura EC3, il y aura Magnus. Ouais. Magnus c'est Nick Aldis. Ok. Voilà à l'époque aussi très bien. Ah bah alors c'est là que Nick Aldis il a rencontré sa femme. Je sais pas si c'est cette période-là qu'il a Parce rencontré. qu'il est marié avec Mickie James. Il va affronter plusieurs fois Abyss dans des matchs hardcore. Ouais. Là du coup Abyss le masqué plus Willow le masqué. Ah bah là c'est parfait. Hein. Ouais. Là encore une fois c'est vraiment des bons trucs de mid-card tout ça. Et en 2015 Matt Hardy revient à la TNA. Retour des Hardy Boys à la TNA. Ah, les gens devaient être contents là. Ça, les gens sont vraiment contents. Les gens étaient contents parce que ça, je pense qu'un retour des Hardy, quelle que soit la fédération, c'est Ça fonctionne, hein, si tu veux, ça, c'est parfait. Et en plus, je crois que limite, dès leur retour, ils vont devenir champions par équipe. Normal. Là, pour le coup, normal. Hein, c'est encore une fois, ils ont eu des soucis en solo, vraiment des hauts, des bas, des machins comme ça. Mais par contre, les Hardy Boys, ça doit être l'un des trucs les plus over de tous les temps. J'allais te demander, est-ce que les Hardy Boys, c'est pas, en termes d'overness, la meilleure équipe de l'histoire du catch américain? Franchement, alors, on doit pas être loin. Hein. Sur une période moderne, si on prend 2000-2025, dans la longévité, ils sont encore là aujourd'hui. Dans la longévité, ils sont encore là aujourd'hui. Et c'est quand même quelque chose. Hein. Il va y avoir par contre, c'est con parce qu'ils font le retour. Ça a l'air de bien marcher. Et c'est là où j'avais dit les sports mécaniques extrêmes. En fait, Jeff Hardy va avoir une énorme blessure suite à à de la motocross. Ah, c'est ce que tu disais au début de l'émission. C'est ça, au début de l'émission. Donc en fait, il va se blesser je rattrape. Gravement à la jambe. Ouais. Donc vraiment violent. Ah, il me semble que je l'avais lu la news. Hein. Voilà, donc du coup, il va pas être là durant jusqu'en 2016 pratiquement. Parce que faut qu'il se remette. Ça va permettre à Matt Hardy d'exploser. Il me semble que c'est à ce moment-là où Matt Hardy va réussir à devenir même champion. Un truc comme ça. Et 2016, ça par contre c'est exceptionnel. Mais ça c'est plus lié à Matt Hardy. J'en ai beaucoup parlé de la vidéo de Matt Hardy. Donc le Broken. Le Broken. Broken, oui. Broken, c'est la version Temu de WWE. Ouais. On n'en parle pas de ça. Et encore Temu, t'es gentil. Je suis gentil. Donc du coup c'est le Broken. C'est le début du Broken Universe. Donc tout le délire où vraiment Matt Hardy va réussir à posséder Jeff Hardy et l'appeler Brother Nero, machin. Allez voir l'un de vidéo sur Matt Hardy parce que là j'en parle un peu plus en détail. Je vais pas tout retracer parce que c'est assez long quand même. Et c'est plus lié à Matt Hardy. Ça on va dire Jeff Hardy, en fait, c'est une pièce rapportée dans cette histoire. Au début, c'est en rivalité. Au début, c'est pour lancer Broken, c'est qu'en fait, Matt Hardy va défoncer Jeff Hardy pour qu'il le rejoigne. Ouais. Donc, il va y avoir des moments vraiment un peu sortis de l'espace et tout, parce qu'on est dans les matchs cinématiques et tout comme ça, ultra créatifs. Et en fait, au bout d'un moment, Jeff Hardy aura tellement le cerveau retourné, il va venir comme Matt Hardy, Brother Nero. Et donc, du coup, là, ce sera lancé où les deux seront ensemble et qui vont essayer de dominer la TNA par leur gimmick et tout ça. De toute façon, il pouvait peut-être aussi moins catcher encore Jeff avec sa jambe. À l'époque-là. Bon, après, je pense qu'il s'en fout. À chaque fois, il venait, il catchait. Hein. Ça se voyait qu'il était limité, mais il catchait quand même. Hein. C'est Jeff Hardy. Hein. Bah, de toute façon, je te poserai une question quand on va parler de ce qui se passe bientôt. Et on va y arriver très bientôt. Enfin, si on parle de la même chose. De cette manière. Ouais, c'est ça. Okay. On fera une pause et après on attaquera alors vas-y. Et puis je finis la TNA. C'est que donc ils ont vraiment un bon run par équipe et tout ça. Et en fait, on arrive en 2017, ils sont devenus plus gros que la TNA. Oui, plus gros qu'Impact Wrestling. Je dis TNA, mais c'est Impact Wrestling. Ça s'appelle plus TNA. Ouais. Ils sont plus gros C'est plus Tits and Ass. Voilà. Ils sont plus gros que l'Impact Wrestling. Ils ont une popularité génialissime. C'est un des trucs les plus over de 2016-2017. Le Broken, tout le monde en entend. Je redis, ça marchait de fou. Ils se font booker partout. Ouais. Donc ils font des matchs à Ring of Honor, à plein de fédérations indépendantes, des trucs comme ça. Ce qui leur permet d'avoir de nouveau un match face aux Young Bucks parce que les gens étaient déçus de leur premier match face à eux. Là, ils vont pouvoir le revoir. Ils vont redevenir champions.
Sauf qu'en fait, il y a des négociations de contrat à ce moment-là. Et en fait, les dirigeants d'Impact Wrestling, donc Anthem, leur dit ouais, mais votre truc là, c'est à nous. Et attendez, les Red fait non, c'est pas à vous, c'est moi qui l'ai créé de toute façon. Tu parles du Broken, hein. Ouais, du Broken. Et en fait, les disent non, machin. Ils disent ouais, mais on va renégocier le contrat. On est les plus grandes stars, donc du coup, il faut que vous aligniez. Et en fait, il va y avoir plein de problèmes de juridique, machin. Parce que l'Impact voulait garder la gimmick, voulait pas les augmenter. Donc du coup, en fait, ils ont décidé de Et voulaient le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est ça. Ils ont décidé de couper l'accord. Et c'est pour ça qu'il a eu du mal à reprendre son truc. Tu vois, c'est pour ça qu'il l'a pas eu tout de suite à WWE. Oui, c'est pour ça qu'ils reviennent dans Hardy Boy. Voilà, c'est ça. Il a un peu eu de mal à. Bon, au final, il aurait même pas dû le mettre à l'écran à la WWE, vu ce qu'ils en ont fait. Mais est-ce que c'est pas un mal pour eux? Est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour eux de retourner à la WWE? À ce moment-là. Parce que tu gagnes plus d'argent. Oui. En plus, je crois que Hardy, c'est à cette époque-là où il avait la hanche qui fusionnait avec le bassin ou un truc comme ça. Exactement. Jeff, il avait sa grosse blessure, il revenait quand même d'une grosse blessure à la jambe. Donc finalement, revenir à la WWE pour eux, c'était catcher moins, en te donnant moins, et en gagnant plus d'argent. C'est ça. Bon, après, Jeff Hardy va jamais se calmer, hein, parce que je suis d'accord avec toi. WWE, il va toujours faire des dingueries. Je suis d'accord avec toi, mais je parle au moment de l'idée. Dans le moment d'idée, ouais. Donc je te propose, dernière pause, ouais. Et après on enchaîne sur la fin. Yes. Allez, c'est parti. Il reste quand même 7 ans. Hein. Ouais, mais ça va aller vite. Donc du coup, on arrive à ce fameux WrestleMania. Ouais, WrestleMania 33. C'est un retour surprise. Personne s'y attendait. On voulait qu'il revienne, hein, parce qu'on savait qu'il y avait on va dire les gros fans de catch, on savait qu'il y avait des problèmes avec la TNA. Il me semble que c'est le New Day qui est... En fait, c'est un match par équipe. C'est Enzo et Cass, The Bar. Je l'ai pas, la troisième. C'est pas... Ah, c'est Luke Gallows et Karl Anderson. D'accord, ouais. Le club. Donc c'est un match à l'échelle, à 3, un TLC, ouais, TLC, ouais. Mais c'est un match échelle, je crois, c'est leader. Et en fait, les hosts de WrestleMania, c'est le New Day. Voilà, et ils disent, il manque une équipe. Il manque une équipe, ils viennent, et petit clin d'œil, parce que c'est un jeu que je joue tous les jours, ils font une pub pour Final Fantasy XIV. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc du coup, ils sont liés en Et il me semble, si je me trompe pas, qu'en fait, ils commencent à se diriger vers le ring, et le public est pas trop spécialement... En fait, ils arrivent, en fait, le match, on pense qu'il va commencer, intervention du New Day, et en fait, ils font, le match, il y a une équipe de plus. Et en fait, comme tu dis, ils avancent, ils se mettent en avant comme si c'est eux, le public Ouais. Et en fait, ils font, et voici cette équipe, musique des Hardy Boys, retour des Hardy Boys, là, explosion. Là, on l'a vu ensemble, je crois. Hein. On l'a vu ensemble. Ça, c'était exceptionnel. Oui, petite anecdote, j'ai dû regarder Taker Reigns le lendemain, parce que à l'époque, je buvais encore, j'ai très mal fini, et j'ai dû aller bosser en nuit blanche, souviens-toi. C'est pas celui-là qu'on a regardé chez ma compagne? Exactement. Oh, vous étiez beau. Ah ouais, on était cuits. Vous étiez démis. Ah ouais, j'étais cuit et j'ai été bossé derrière. Mon Jack au miel, il a pris cher. Il a pris cher. Et je sais même pas comment j'ai fait, je me souviens plus du Taker Reigns le soir où je l'ai regardé. Ouais, je comprends. J'ai été bossé, je suis rentré, j'ai dormi. En fait, quand je suis rentré du table, j'ai dormi jusqu'au lendemain. Ouais, c'est vrai que c'était des mines belles. Donc du coup, mais ça en fait, ça mène à quoi? Ils sont champions. Ils deviennent champions. Ouais, normal. Tu les fais gagner dans un très bon match. Ouais. Voilà. C'est cool de ouf. C'est un retour que tout le monde voulait. C'est un gros impact. Et derrière, la WWE va faire créativement de la merde. Et Jeff Hardy, ça va pas aller. Donc, en fait, créativement, ils ont leur rivalité contre The Bar qui est vraiment cool, pour le coup. Mais, sauf que Jeff Hardy tient plus. Et physiquement. Physiquement, il tient plus. Donc, du coup, il faut qu'il prenne du repos. Donc, du coup, en fait, il sera plus là. Derrière, le pauvre Matt Hardy, c'est lui qui va prendre toute la merde. Oui, le Woken. Voilà, ils vont cracher sur son truc. Voilà, Et puis, il y a aussi l'idée, Jeff voulait rentrer avec No More Words et Vince voulait pas. C'est ça, à l'entrée, il a dit, il faudrait mettre No More Words. Et en fait, Vince, non, on va pas te remettre dans cette musique. Et je comprends pas pourquoi. Mais ils vont finir par lui donner, mais 4 ans après. Ouais. Quand même dingue. Ouais, parce qu'il fait une longue pause. Il fait quand même une longue pause. Je sais même pas si on le voit avant le Thunderdome. Moi, je me rappelle de lui pendant le Thunderdome. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Mais moi, j'ai pas de souvenir que je sais qu'après l'arrivée contre The Bar, j'ai pas de souvenir. Parce que je me rappelle de ce qu'on fait de super bien avec Matt. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais moi, je me rappelle de lui. Ouais, c'était un membre de la WWE pendant le Covid. Il avait des matchs. Non, par contre, durant le Covid, je trouve pour moi, on parle très souvent du Hurt Business, de Drew McIntyre, de Randy Orton, de Edge, qui sont vraiment les mecs vraiment bien mis en avant durant l'ère de Thunderdome. Mais Jeff Hardy a eu des trucs cool durant l'ère de Thunderdome. Oui, mais après, on est d'accord qu'il était plus haut. Non, mais l'arrivée face à Orton est vraiment géniale. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez, où Orton redevient sadique as fuck. Avec le Henny Nussel où il lui met le tournevis dans l'oreille. On sait que ça fait pas mal. On le sait que quand on a des écarteurs,
et qu'on a des trous dedans, j'avais des copines qui en avaient, moi je m'amusais à passer des stylos dedans, Le titre. dans l'oreille, et en fait il lui met le tournevis et il tourne l'oreille, machin, moi ça m'avait... J'aime pas les trucs là. Tu sais, c'est comme quand Triple H, il arrache l'anneau de Batista. Non, ça c'était mal fait, c'était à mais chier. j'aime pas. T'aimes pas? Ouais, mais c'était pas Non, c'était pas bien fait. C'était pas bien fait. Ça, c'était Alors que le coup de l'oreille, vraiment... Ouais, c'était bien fait, ouais. aïe aïe aïe. Après cette rivalité-là face à Orton qui est vraiment pas mal, ce qui permet à Orton d'aller au main event face à Drew McIntyre. En fait, Orton avait déjà baffré Edge, il s'est baffré Jeff Hardy pour pouvoir aller face à Drew McIntyre. Donc en fait, ça a servi au push de Orton, ouais. Et derrière, il y a une rivalité assez longue et que très décriée, parce que oui, il y a quand même des segments beaucoup trop limites, face à Sheamus. Où Sheamus commence à avoir son personnage d'Irlandais badass, il commence à mettre les bérets, le truc qui va donner Butch plus tard. Ouais. Et en fait, il s'en prend à Jeff Hardy, j'ai plus la raison pourquoi. Mais encore une fois, on joue sur les démons de Jeff Hardy. Qu'est-ce que tu m'as dit en off? Moi je t'ai dit, c'est un peu, on a autant de fois traité Jeff Hardy de drogué dans ses rivalités que Nikki Bella, elle a été la meuf fascinante. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Et il y a un segment, c'est vraiment du bon goût, hein, du bon goût. Ils font un segment de test d'urine dans le ring pour Jeff Hardy. Ouais, savoir s'il est drogué ou pas. Voilà, avec le médecin et tout, ils lui mettent une bâche pour qu'il pisse. Et en fait, ça finit où il prend son bocal de pisse et il le balance à la gueule de Sheamus. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, voilà. C'est pas bien. Non. Ah, ouais. Et le seul match que je me souviens, c'est le Belfast, c'est Belfast ou du Blansboro, un truc comme ça, où ils se battent dans le bar de Sheamus. Où c'était rigolo. Ouais. Ça m'avait pas dérangé. Mais du coup, c'est cool qu'en fait, d'un côté, je me dis, mais merde, en fait, contre Sheamus, pourquoi il y a une spécialement une rivalité? Mais c'est vrai que comme ils étaient en grosse rivalité contre The Bar, en fait, c'est une continuité. La continuité, ouais, c'est la continuité de The Bar. Et derrière ça, en fait, il va y avoir en mid-card durant l'heure du Thunderdome. Il y a juste un match que je vous conseille d'aller voir vraiment, où ça montre la greatness de Sami Zayn heel. C'est Sami Zayn, AJ Styles, Jeff Hardy, triple threat match à l'échelle. J'ai plus le show. C'est peut-être SummerSlam, j'ai plus le show. Et le match est génial, et en fait, où Sami Zayn, il est trop intelligent, quoi. C'est vraiment le malin, quoi. Où en fait, il va menotter Jeff et Jeff et AJ Styles ensemble, mais en fait, ils peuvent pas monter l'échelle parce qu'en fait, il y en a un, il est KO et que l'autre, il peut pas grimper. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien fait, bon, quoi. C'est assez original, j'ai bien aimé. Et en fait, tout va continuer. Et en 2021, il va y avoir un show. Ouais. Je sais même plus s'il est diffusé. Il me semble qu'il est pas diffusé. Il me semble que c'est un show. Il va y avoir un accident dans le ring. On sait pas c'est quoi l'accident, ouais. On sait pas c'est quoi l'accident. Jeff Hardy, il va quitter le ring. Il va passer par-dessus la barrière. Il va se barrer. Il va se barrer. Mais quand on dit va se barrer, va se barrer. Tu prends ton manteau, tu t'en vas. Tu vois, voilà, comme dirait les Bogdanov, prends ton menton, on s'en va. Moi, c'était les trois frères. Oui, voilà. Prends ton manteau, on s'en va. Voilà. Et en fait, il quitte la WWE. Comme ça. En fait, il attend. Donc on est fin 2021. C'est ça. On est en 2021, je sais plus fin ou milieu. Donc voilà, il en a eu plein de cul. Bon après, on saura jamais. Voilà, mais en fait, on a dit qu'il s'était remis un petit peu, mais là en fait, ces démons commencent à revenir. Oui, tu as dit qu'il avait eu des problèmes. Ouais, et là en fait, ça continue. Tu avais même lu une interview ou un truc de lui où il dit bien qu'en 2011, c'est le pire moment de sa carrière. C'est le plus bas. C'est le plus bas, mais c'est pas pour ça qu'il en a pas, il est pas retombé encore. Bah, en même temps, il est torturé, on le sait. Hein. C'est un artiste. C'est un artiste, il est torturé. Et en fait, il va signer à la AEW. Il va rejoindre son frère qui avait déjà signé, que durant l'ère... c'est dommage que Matt Hardy il a apparu durant l'ère Covid à la AEW, parce qu'en fait, il est venu vraiment broken, c'était cool et tout. Mais c'était sympa, et en fait, ils vont refaire les Hardy Boys. Normal, sauf qu'en fait, Jeff Hardy, ça va pas du tout. Et en fait, il va se faire encore une fois gauler sur la route en état d'ivresse, défoncé. En fait, Tony Khan, il va le suspendre. Et pour qu'il aille se soigner. Ouais, ça c'est bien. C'est bien. Qu'il se soigne. Voilà. Et en fait, il va avoir quand même, il va revenir entre temps. Il aura quelques moments marquants. Il va être aux alentours de Sting et Darby Allin. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Donc, à faire des bums de con. Il va avoir un excellent match face à Darby Allin où Darby Allin, il va lui voler ses spots. Ça veut dire de sauter de je sais pas où et la violence fou furieuse. Ce spot est... Ça c'est bien, ça. Ouais, c'est échelle dans le ring. La gigantesque échelle dans le ring. Darby Allin saute sur Jeff Hardy qui est à l'extérieur du ring avec des chaises. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Mais en fait, il y aura rien vraiment pertinent. Rien de pertinent. Et en fait, les deux, ils commencent à être très mal utilisés. Matt Hardy, il va servir dans des clans où il va être un peu rigolo, mais des clans mid-card, low-card. Surtout Matt Hardy, plus que Jeff Hardy, qui va être utilisé, en fait. En tant que manager, des trucs comme ça.
Jeff Hardy il fait des matchs par-ci par-là, mais rien de suivi. Et en fait, les deux, comme ils sont encore en partenariat avec la TNA, en fait, ils vont aller vers la TNA. Et finalement, ils vont signer la TNA. Ouais. Et ils y sont toujours. Ils sont toujours, et on parle toujours quand même d'une Arlésienne, comme quoi on aimerait bien que les deux viennent faire un dernier run à la WWE, parce que je crois qu'ils ont quand même dit qu'ils étaient sur la fin de leur carrière. Là. Oui, et c'est plus proche que jamais, parce qu'actuellement, il y a le partenariat WWE TNA. Donc ça veut dire que là, ils pushent les mecs d'NXT. Ils ont eu des matchs face à des mecs d'NXT. Oui, bah on a parlé avec le titre de la TNA, par exemple. Déjà, c'est ça. Et pareil pour le titre, les Hardy, ils ont pris le titre NXT, il me semble. Je me me souviens pas. Parce que je suis pas trop NXT, donc je crois qu'ils ont pris le titre, faire un patate chaude justement pour pousser les jeunes de NXT alors qu'ils sont à la TNA. Donc c'est très cool. Donc ce serait bien qu'ils aient un dernier match WWE. Ouais, en pay-per-view. Un vrai match. Un vrai match. Un truc pour leur dire au revoir. Ouais. Parce que bon, quand même, les mecs, ils méritent. Tu sais, le truc qu'il faudrait qu'ils fassent, et ça rentrerait dans on va dire, dans le leitmotiv de la WWE de pousser les Samoans. Quand Jimmy Uso et Jey Uso seront enfin rassemblés. Ouais. Ah bah, un match face à Hardy. Faites les Uso, les Hardy pour le dernier match Hardy. Ouais, ce serait cool, ouais. Franchement, ouais. Ouais, moi j'allais dire, ou alors j'allais dire une connerie, j'allais dire style un Rusev Sheamus face au Hardy. Ouais, mais non. Là, Non, mais là, les Usos, c'est encore mieux. Pour moi, il faut mettre un vrai nom, une vraie bonne tag team connue de la WWE qui est comme ça boucle la boucle. Ouais, c'est bien. Voilà. Je suis d'accord avec ça toi. me plairait, en fait. Ouais, ce serait cool pour dire au revoir. Même pas spécialement une grosse storyline, hein. Après, tu vois, par contre, moi, ce qui me fera toujours peur pour Jeff, puis là, on va clôturer, il reste 10 minutes tranquille, on va clôturer tranquillement, hein. Moi, ce qui me fait peur pour Jeff, c'est que j'espère que le jour où il aura plus le spotlight, qu'il part vraiment pas dans le coup, tu vois. Ah, j'espère aussi qu'on n'apprenne pas des choses où vraiment il va tomber. Ouais, parce que je pense que lui. Après, là, je l'ai vu en interview récente. Je vois pas mal de shorts avec des interviews récentes de lui. Il est sobre depuis quelques mois, presque un an, je crois. Ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, là, il va mieux. Et quand il parle, il est éloquent. Il a un bon recul sur sa carrière. Là, j'ai l'impression vraiment qu'enfin, il a l'air bien. C'est la paternité, je crois qu'on disait tout à l'heure. C'est elle qui l'a aidé. Et pareil, en fait, il remerciera jamais assez son frère. Ouais, alors que pourtant, son frère a vraiment passé des sales périodes aussi. Ouais. Mais Matt Hardy, c'était sa gimmick. Il est plus fort que la mort. Hein. Ah, c'est vrai. Matt Hardy, lui, il a toujours combattu. Hein. Il a jamais laissé tomber. Ouais, puis Matt Hardy, il s'est bien remis, Lita, Ruby Sky. Bah là, il est bien avec Ruby Sky. Hein. Il a 3-4 enfants. Ouais, il a son ranch. C'est un nom ultra pertinent. On le respecte. Et Jeff Hardy, on le respecte par rapport à son star power, le fait d'être flamboyant, de son cash totalement foufou, son charisme. Et Matt Hardy, on le respecte pour son côté créatif, quoi. Je dirais toujours on parle toujours du côté créatif de Jeff, Matt est au-dessus. Ah oui, bien sûr. Jeff, c'est plus ses artifices qui sont créatifs. Ouais. C'est son côté artiste. Mais il est pas créatif dans les histoires. Ouais. C'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pas lui qui les fait. Lui, c'est plus sur lui-même, son style, ce qu'il dégage de son art, en fait. Mais pas dans sa créativité scénaristique, quoi. J'ai l'impression que dans cette émission, on a été moins, moins élogieux. Mais non, on est d'accord. Jeff est un des plus grands catcheurs nord-américains quand même. Peut-être pas l'un des plus grands, mais un des grands catcheurs américains. Un des visages marquants du catch américain. Ah, bien. Voilà. Bien. Pas forcément in-ring, parce que on va reprendre la phrase de Ric Flair en étant très méchant, c'est un cascadeur. Ouais. Il a fait des efforts, il a été très bon, il a eu des bons adversaires, parce que très souvent c'est bons matchs contre des bons adversaires. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour de lui, justement, c'est un des visages les plus marquants de l'histoire. C'est pour ça que ça justifie son engouement. Mais bien sûr. Ça justifie l'engouement qu'il a pris. Encore une fois, comme j'ai dit à chaque fois, je vous mettais des petits tacles, la génération 21, si je vous aime bien, mais c'est parce que c'était votre héros. Donc du coup, en fait, je vous mets des tacles, mais c'est légitime que c'était votre héros. Et j'aimerais bien te poser une dernière question avant de clôturer. Au micro, est-ce que c'est pas l'une des plus grandes superstars de la WWE qui n'avait pas de micro? Parce que moi, je n'ai pas le souvenir de lui au micro. C'est normal ou pas? Bah, la WWE, il a très peu de paroles au micro. Donc c'est normal que j'ai pas de souvenir. Ouais, mais encore une fois, il est tellement psychédélique. Il avait pas besoin de ça. Lui, il en avait mais besoin. c'est justement, c'est ça aussi qui c'est un des rares qui n'avait pas besoin. Qui n'avait pas besoin. Alors. Et quand il devait prendre le micro, le peu qu'il faisait suffisait. Ouais. Et il a eu beaucoup plus le micro à la TNA et durant l'ère Broken et tout ça. Ok. Ok. Mais encore une fois, il était bien dirigé. Ouais. Mais je sais qu'en Antéchrist, il faisait des promos du coup, mais c'était des promos totalement inspirés de Raven. On en parlait tout à l'heure. Hein. Bah, quand il était en Antéchrist du catch, c'était Raven. Non mais je voulais te demander parce qu'on en a pas encore parlé, puis je me suis dit c'est vrai que lui par contre tu vois c'est un peu. Tu te souviens pas d'une promo marquante? C'est un truc à part. Ouais. Par exemple, il y en a c'est un truc à part. Est-ce qu'on est peut-être pas sur la plus grande superstar américaine, je précise,
donc qui pouvait parler au public et finalement qui ne parlait pas. On a réussi à pas le citer, je vais le citer. Si on prend le run WCW, Goldberg, il a pas besoin de parler. Ouais, alors c'était encore complètement ouais. Il faisait pas de promo. Pour une fois, c'est pas moi qui l'a dit. Ouais, bah oui, c'est pour ça, mais je le cite du coup, parce que là, il faisait pas de promo du tout. Ouais. Et après, c'est court par rapport à la longévité de. Après, j'ai envie de te dire, dans un mec hyper long, il avait pas besoin de faire des longs promos, l'Undertaker. Ah oui, mais l'Undertaker, il y avait le personnage. Ah oui, mais Jeff Hardy aussi. Ouais. Tu vois, Jeff Hardy aussi. Ouais. Le Taker, c'est vrai qu'en fait, il y a aussi une petite part de Taker dans Jeff. Bah, un petit peu, dans le côté dark. Hein. Raven, Taker. Avec les démons Jack Roberts. Jack Roberts, j'allais le dire. Tu me l'as enlevé. Non, c'est vrai qu'il y a. C'est pour ça qu'à la TNA, il a été beaucoup associé à Abyss aussi, parce qu'Abyss. Abyss. A des visages torturés. Mick Foley. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Alors, et autant en équipe, t'as l'impression, alors là, on est un peu en équipe, ils ont inspiré tellement d'équipes flamboyantes. Et lui, en solo, il a pris vraiment des catcheurs dark. Ouais, c'est bien. Vrai, c'est bien, ouais. Il y a peut-être du Kane dans Jeff Hardy. Un jour, il sera maire. Ça m'étonnerait. Ah ouais, bah alors par contre, légalise it s'il est maire, lui. Hein. Il est sobre. Oui, c'est vrai. Et bravo pour lui. Je suis très content. Vraiment bravo. Parce que ça fait vraiment partie d'un des héros. Un des héros des héros de notre enfance. Bah, de notre adolescence. De notre adolescence, ouais, oui. On n'est pas si vieux, s'il te plaît. Non, je suis d'accord, c'est un des héros, vraiment. Et tu vois, je suis content qu'il soit bien mis parce que tu vois, la petite truc que je t'ai dit aussi tout à l'heure en off, moi, quand il était à la WWE sur son retour jusqu'en 2021, il le montrait très peu de près. Ouais. Parce que je pense que physiquement, il a morflé, ce qui est normal, il a cinquantaine bientôt. Mais ouais, moi, je suis content qu'il aille mieux. Et je lui souhaite plein de choses positives parce que c'est Jeff Hardy. Et arrête de prendre des bumps sur les prones avec ton dos, s'il te plaît. Ouais. T'as plus l'âge de Darby Allin. J'ai pas envie de te voir en Lex Luger. Moi aussi, c'est ça. J'ai toujours peur que ce mec-là, il y a le bump de trop. J'aimerais bien qu'à ton Hall of Fame, tu sois debout, tu fasses un gros salut aux femmes parce que ils seront au Hall of Fame, les Hardy Boys. Lui-même, il pourrait l'être 2 fois. Solo et Matt Hardy aussi, c'est pas la question. Mais ouais, je me dis, c'est super. Je suis content d'avoir parlé de lui. Je suis content d'avoir fait une émission sur lui. Et de montrer qu'on n'est pas des haineux parce qu'on l'aime beaucoup. Parce qu'on aime beaucoup, mais en fait, j'ai envie de te dire que dans nos émissions, on aime entre guillemets tous les catcheurs. Mais que de temps en temps. Pas tous. J'ai envie de dire qu'on aime entre guillemets tous les catcheurs et que quel que soit, même si il y a des parts d'ombre chez certains qu'on a besoin de parler. Hulk Hogan, on aime le catcheur, un peu moins l'homme, mais c'est pas pour ça qu'on. Un peu moins, beaucoup moins. Oui, non mais. Tu vois ce que je voulais dire, la nuance. C'est pas parce qu'on n'était pas fan de l'homme qu'on peut pas reconnaître que le catcheur est le plus grand et vice versa. C'est ça. Et ça, c'est important. Mais ça y est, je te remercie. On a fait 2 heures, c'est ce qu'on voulait. Ouais. La prochaine émission qu'on va tourner sur une carrière de catcheur, ce sera un catcheur que t'aimes beaucoup, Scott Steiner. Big Papa Pump. Alors, Big Papa Pump, ce sera ton émission, parce que moi je connais beaucoup moins. Oui. Mais je vais pouvoir apprendre plein de choses et c'est super. Mais ça y est, merci. À très bientôt, les amis. Salut. Salut, et on s'abonne, on met des commentaires, on met la cloche. Salut les amis.